Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 6, épisode 2! Wouhou! On est aux 12 heures ludiques au profit de la Fondation canadienne de la sclérose en plaques, organisée par Jeux de société Québec à Repentigny. Oh yeah, deuxième année qu'on est là. Deuxième année consécutive qu'on a installé. Notre setup est encore mieux que l'année dernière. On est tout juste à côté du DJ, place VIP. Sur stage en plus. Ouais, sur le stage, exactement. Et bon, ben comme à l'habitude, je suis Simon et je suis en compagnie de JF. Oh yes! Salut Simon, ça va? Oh oui, fait que là, c'est le deuxième épisode. On est excité, on est fébrile. Aujourd'hui, c'est un épisode chargé. On pourrait recevoir 20 personnes. Dans la brousse! Dans la brousse. On pourra pas recevoir tout le monde, malheureusement, mais on va essayer de recevoir le plus de gens possible. Absolument, on va se promener, aller parler aux gens, parler qu'est-ce qu'ils font ici, pourquoi ils viennent à cet événement-là, parler à peut-être des auteurs, à des gens de différentes compagnies. On a plein de gens à parler, en tout cas. Absolument. Et mais avant, hein, toujours un petit peu d'actualité, c'est toujours ouais. important. Ben là, Simon, Oui, t'as absolument. des choses à dire, j'imagine. Ouais, parce que malheureusement, je n'ai pas pu aller au LAL cette année, mais toi, tu y étais, évidemment. JF, qu'est-ce qui s'est passé? T'étais où? Je pouvais pas. Des fois, ça arrive comme ça, on peut pas être là. Oui, j'étais là et bon, il y aura plein de jeux que, comme d'habitude, je vais étendre pendant 2 mois pour vous parler. Mais je vais commencer aujourd'hui en vous parlant du jeu qui s'appelle Aqua Mirabilis. Quoi? Aqua Mirabili, en fait, un jeu où on va jouer un parfumier dans la cour de Versailles. Donc, c'est vraiment très, très cool. Gros jeu, gros worker placement, en fait, placement d'ouvriers. Et comme je te disais un peu, là, je t'en parlais un petit peu plus tôt, une des bases de ce jeu-là, on va créer des parfums, mais on va les présenter au roi. Et à la cour. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant parce qu'il y aura des tendances qui vont se créer. Je vous essaie de vous expliquer ça le plus rapidement possible. On va avoir un gros échiquier, une grosse grille. Et en fait, dans le jeu, il y a 6 essences de fleurs et chaque parfum va être constitué d'une essence principale et d'une essence secondaire. Donc, vous comprenez qu'on peut avoir une espèce de grille où on a les 6 essences verticalement, les 6 essences horizontalement et il y a des points d'intersection où on a la primaire et la secondaire qui se retrouvent. J'aimerais vraiment qu'on se filme des fois juste pour te voir gesticuler, pour essayer d'expliquer à nos spectateurs, mais qui te voient pas. Non, c'est ça. C'est toujours assez compliqué d'expliquer des jeux difficile, ouais. audio. Mais en gros, il va y avoir sur une grille un point de connexion entre la rangée dans laquelle le roi se trouve et la colonne dans laquelle les gens de la cour se trouvent. Et ça va nous créer, dans le fond, les tendances de parfum. Donc, qu'est-ce que le roi veut? Qu'est-ce que la cour veut? Qu'est-ce qui est cool, c'est que le roi, il est toujours dans une espèce de quête d'originalité, de nouveauté. Mais la cour, c'est un peu des suiveurs. Fait qu'eux, ils sont sur ce qui est le plus populaire en ce moment. Donc, ils vont toujours vers ce qui est plus populaire de plus en plus. C'est très, très cool, en fait. Ah, ça a l'air J'ai intéressant. adoré ça. Oui, il y a beaucoup de thématiques. En fait, tu fais ton espèce de CV en accumulant des skills un peu uniques que toi, tu vas être le seul à avoir. Tu te déplaces partout en Europe pour aller rencontrer des grands parfumiers. Vraiment, Aqua Mirabili, là, j'ai trouvé que c'était très, très cool. En plus, la couverture du jeu, le dessin de la couverture est épique. Je peux pas trop vous le décrire, mais dites-vous que ça a l'air d'un truc de sorcellerie, en fait. Là. Ouais, vous connaissez mon style, qu'est-ce que j'aime pour les covers, donc c'est ça, exactement. Ah, ça a l'air excellent, ça. Ça a l'air excellent. C'est un gros jeu? On parle d'un peut-être 2 heures, OK. mais ça passe bien. Le flow est rapide dans c'est un worker placement, donc tu es toujours en train de jouer, toujours en train de faire une action. Les actions sont très courtes. Ah, très cool. Profite-en donc. Passe à travers ta liste. Donne-nous-en au moins un deuxième. Ben, je veux vraiment les économiser. Et comme on a un gros épisode aujourd'hui, je voudrais accélérer rapidement et aller directement vers le fait que le salon du jeu s'en vient très prochainement. C'est important. 30 novembre, 1er décembre, Absolument. le salon du jeu de société de Montréal. C'est l'événement à ne pas manquer pour encourager l'industrie du jeu de société au Québec. Des distributeurs, des éditeurs, plein de gens vont être là. On a eu une entrevue en fait avec la presse pour parler de cet événement-là et aussi avec Melcor, la page à Melcor. Donc vous allez pouvoir trouver à cet endroit-là plus d'informations sur ça. C'est des gens qui sont vraiment dédiés à la promotion du jeu. Très cool. Je pense que ça va être hot. Vous pouvez acheter les billets dès maintenant, en fait. Je vous le conseille fortement. Oui, et venir essayer des prototypes.
bien évidemment. Oh, les prototypes du proto de l'année, on en a parlé la dernière fois, vous savez. Donc, vraiment recommandé d'aller jeter un coup d'œil de ce côté-là. Vous allez pouvoir essayer les 8 jeux dont on a parlé la dernière fois et les 16 jeux qui ont été choisis parmi le top 16, dans le fond. Absolument. Absolument. Les 8 jeux le samedi et les 8 autres le dimanche. À ne pas manquer. Et on va avoir la remise du prix aussi en soirée. 2 gagnants seront sélectionnés là, parmi les jeux en nomination. Donc, on a bien hâte de voir ça. Oui, on a très hâte. Mais là, je propose qu'on se lance sans plus tarder OK. avec notre premier invité. Ben oui, allons-y. Oh, et nous sommes en compagnie de Professeur Board Game. Nous avons David et Louis-Philippe avec nous. Bonjour, messieurs. Bonjour Salut tout le monde. Simon, salut Jeff. Salut, ça va? Ça va bien vous autres? Yes. Oh oui, on est excités, on est là. C'est toujours le fun de faire un épisode avec plein de monde. En fait, c'est la première fois qu'on est réellement 4 micros, là. Oh! Quand même, on est une première. Ouais, donc ça, c'est vraiment cool. Fait que Prof Board Game, bon, on vous connaît un peu, tout le monde vous connaît, mais peut-être juste nous résumer ça en quelques mots. On est des YouTubers en fait. On fait des vidéos d'explication principalement pour connaître les règles des jeux. On fait aussi des critiques. On se promène dans pas mal d'événements. On vous rencontre souvent dans des événements. Yes. Mais on fait le tour pas mal. On fait le Gen Con aussi l'été depuis 3 ans déjà qu'on couvre. Fait qu'on essaie de faire une petite couverture médiatique de certains événements, certains salons qui se font au Québec, qui se font ailleurs. En Amérique du Nord, on fait aussi des tops. On a fait un top 100 à un moment Top donné. 100. Oh, Ok, ça, c'est un oui. effort. On Oui. était assez fous pour faire un top 100. Pas facile, hein? Ouais, vous l'avez fait vous autres aussi récemment. Là. C'est beaucoup de choix difficiles. Beaucoup de choix difficiles, ouais. Sinon, on a aussi démarré un podcast il n'y a pas longtemps, les gars. On s'est inspiré un Compétition. peu de vous autres. Là. Vous êtes comme nos idoles dans le podcast. Là. Nice! Je me suis dit, quand j'ai participé à Balado Ludique la première fois, Simon il avait fait une présentation, une intro vraiment épique. J'étais comme, ça a l'air le fun de présenter ses invités de cette façon-là. Fait que je me suis un peu inspiré de ça, Simon. Ah, très cool, T'as des très fans, cool. t'as des Ah, non, mais c'est un petit monde, on s'inspire tous. Ça, c'est Ouais. vraiment le fun de voir la communauté des créateurs de contenu qui se tient. Je pense que c'est important. Tout le monde a un peu sa spécialité, tout le monde a un peu son angle d'attaque qui est différent. Puis mis ensemble, ben, ça montre en fait toute la richesse là, du paysage ludique québécois. Ouais, puis j'ai toujours été plus pour la coopération que pour la compétition, comme tu dis. Tu sais, on est tous des passionnés. Il n'y a personne qui gagne sa vie avec ça, là, Nope, avec nope, nope. son channel YouTube ou son émission de balado. Mais je pense comme tu dis, on est une belle communauté. On se rencontre souvent dans des événements, dans des choses comme ça. On s'invite un à l'autre dans nos vidéos ou dans nos émissions. Puis c'est toujours plaisant de les rencontrer les autres puis de discuter avec eux. Là. Oui, Ah. puis on amène quand même des belles choses complémentaires les chaînes YouTube les unes les autres. Ils se complémentent bien les unes. Il y a des styles différents. Fait que chaque amateur peut retrouver un YouTuber qui correspond plus à ses goûts, à son style, à ses intérêts. Puis c'est le fun qu'on soit si nombreux. Oui, ben oui, c'est très cool. En fait, pour un petit marché, il y en Oui. a beaucoup, mais c'est vraiment une belle chimie. Et là, c'est la preuve, en fait. Aujourd'hui, on est là, demain, on est ailleurs. On est tous ensemble, pas mal au même endroit. Oui. Mais là, messieurs, c'est ça, vous êtes venus ici et vous avez... c'est ça, on n'a même pas expliqué le concept aux gens, mais c'est sujet surprise. Nos invités se présentent avec un sujet. On a déjà fait la formule par le passé. Ils se présentent avec un sujet, on en parle, comme on vous a dit déjà, entre 15 minutes et 1 heure. Allons-y. On évoque le sujet. Oh, On yeah, est on est prêt, prêt, on est on prêt. est prêt. On C'est un vous sujet qui est écoute, assez professeur. relié à ce qu'on fait, justement. On sait les YouTubers ou les gens qui font des balados, tout ça, on a un terme souvent qui nous désigne, qui est le terme influenceur. Oh, les influenceurs! Ah, Ça, les- j'aime ça, ce terme-là. Et je voulais me questionner ou discuter avec vous pour savoir, dans le fond, c'est quoi le rôle des influenceurs dans le domaine du jeu de société? Oh, là, c'est méta, en plus! Hein? Très méta. OK. C'est une très bonne question. Est-ce que tu veux lancer peut-être peut-être. la discussion avec un petit Ben, petit la point? première chose, je pense, pour en discuter, ça serait peut-être de définir c'est quoi un influenceur. Là, je me suis inspiré d'une définition que j'ai trouvée sur un site de télémarketing web qui est emarketing.france, fait que définit c'est quoi le terme d'un influenceur moderne. Fait que je vous lis ça, puis on va partir de ça ok. ensuite pour Parfait. voir ça serait quoi peut-être plus notre définition maison à nous. Fait qu'un influenceur est une personne qui utilise un blog personnel et ou autres supports comme les forums, les médias sociaux, les communautés pour diffuser ses opinions auprès des internautes et qui est capable d'influencer ces derniers en modifiant leur mode de consommation. Ouh! L'influenceur est le plus souvent un particulier, mais parfois il est sollicité par des entreprises à des fins commerciales et publicitaires.
Il peut ainsi agir en tant qu'ambassadeur d'une ou plusieurs marques ou pour son propre compte. Son pouvoir d'influence dépend de sa popularité et de son expertise sur un sujet donné et de l'étendue de sa chaîne ou de ses followers. Bon, ben, Louis-Philippe, en fait, peut-être qu'on peut te laisser, tu sais, si on veut rebondir sur la définition qu'on vient d'entendre. Bien, d'abord, être influenceur, c'est encore étrange pour moi de dire ça. Tu sais, il y a juste le premier cheminement quand on a commencé à faire cette chaîne-là, ça fait 3 ans qu'on est. Moi, je suis embarqué à peu près la 2e année de la chaîne YouTube. Je suis embarqué tout de suite au début. Puis juste le fait de définir puis de comprendre qu'on a une influence sur, justement, un peu comme dans ta définition, sur les habitudes d'achat des gens. La première fois que dans un événement, j'ai rencontré quelqu'un qui me dit « Hey, tel jeu qui coûte 125 $, je l'ai acheté parce que toi, tu as dit que c'était bon. » Oh, là, tu réalises que il y tu a as une une certaine espèce de pression. travail de modestie, d'humilité à faire parce que c'est particulier de dire « Attends un peu, là, toi, tu dépenses de l'argent à cause de moi. » C'est une démarche particulière de l'accepter, puis ensuite de travailler dans ce sens-là pour essayer d'être le plus honnête, le plus droit, le plus juste ou neutre, si je peux dire, là, dans les opinions. Fait que, nous autres, une des particularités de notre chaîne, on le fait souvent, on essaie de relever les bons, les mauvais côtés de tous les jeux qu'on analyse, parce que l'idée, c'est pas tant de le vendre que d'offrir une option, Une critique. une critique à quelqu'un pour qu'il puisse faire un choix éclairé quand lui décide de dépenser son argent, dis-je. Je l'avais jamais vraiment vu comme ça, honnêtement. Puis je trouve ça, en tout cas, la définition, ça m'a fait un peu sursauter, là, parce que en réalité, c'est un peu ce que fait la télé traditionnelle aussi. C'est comme c'est une définition, mais qui définit les médias en général et pas juste les influenceurs sur YouTube. Ouais. Dans le sens que la télévision influence aussi la consommation d'achat des personnes. Fait que pourquoi plus spécifiquement les YouTubers que la télévision qui est remplie de publicité puis qui influence clairement? Je trouve ça un peu étrange, mais ça reste vrai parce que au bout du compte, nous, on est là pour juste donner notre opinion et de faire, comme vous dites, établir les points forts, les points faibles, puis donner une opinion qui est le plus neutre, même si c'est jamais vraiment neutre, parce que ça reste... Exact. Puis ça reste nos intérêts, puis ce que nous, on connaît du jeu, mais c'est quand même le but d'informer. Puis moi, je pense que c'est un peu ça ma mission principale, mon intérêt principal, c'était juste de parler de ma passion, mais aussi de pouvoir le communiquer avec d'autres gens, puis de pouvoir justement parler de cette passion-là et de pouvoir le communiquer si moi j'ai de l'information que je peux communiquer ou que je peux partager avec les gens, mais c'est ça que je voulais pouvoir le diffuser. T'sais. Fait que est-ce que c'est... Moi, à la base, c'était peut-être moins enligné sur la définition. C'est un peu dur à dire, là. Là, les gars, je vous entends, tu sais, vous êtes humbles et tout. Vous êtes comme, tu sais, moi, je veux juste parler, je veux juste exprimer. Je comprends là, l'idée. Il n'y a personne qui vit de ça. On est des fans, on aime ça parler de jeux, donc on s'est lancé dans des projets de création de contenu. Dites-moi pas que quand vous parlez de jeu, que vous voulez le faire à quelqu'un, bien entendu, parce que vous faites pas ça pour le plaisir. Ben oui, vous le faites pour le plaisir, mais vous vous dites quand même, il y a des gens qui vont m'écouter, il y a ci, il y a ça. Vous savez que ça va avoir une influence sur leur consommation. Je veux dire, c'est en plus, le board game, de plus en plus, est comme tous les marchés, un marché de consommation. C'est sûr que si vous dites ce jeu-là, il est bon, il est un incontournable, ça va avoir une influence sur les gens. Donc, je pense qu'il faut, à la base, en être conscient. Ouais, ben, je pense que c'est un petit peu ça que je voulais dire tantôt. Il y a une partie d'humilité où il faut accepter ça. Il faut accepter, il faut l'incorporer, il faut se l'intégrer, il faut le prendre. Qu'il y a des gens qui vont se fier là-dessus. Fait que si David, à la fin de la vidéo, dit « Moi, tel jeu, je l'ai beaucoup aimé », il y en a plusieurs, puis on le voit dans les commentaires, qui vont dire « David aime ce jeu-là, donc c'est un bon jeu, donc je vais l'acheter ». Fait qu'il faut l'accepter, ça, même si on le veut pas. Parce qu'un peu comme on disait, dans un désir d'honnêteté, j'aurais beau dire que je suis le plus neutre possible, il y a des gens qui vont se fier là-dessus. Mais je pense que contrairement à ce que tu disais par rapport à la télévision, ce qui est intéressant des influenceurs sur les réseaux sociaux, c'est que tu as la capacité, la possibilité d'en trouver un qui te ressemble à toi. Ouais, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a une pluralité. Justement, on en Exactement, parlait au début, il y en a a plein des Québécois. Donc, déjà, juste dans ce marché-là, il y en a des opinions différentes. Donc, tu peux trouver un qui fit un peu plus avec tes goûts. Oui, tu peux aller personnaliser ton choix d'écoute en fonction de ce que toi, tu as envie de consommer par la suite, là, en tant que l'influenceur. Et moi aussi, ça a pris du temps avant que je réalise qu'on avait ce pouvoir-là sur les gens. Tu sais, moi, j'ai parti cette chaîne-là vraiment par passion, pour en parler, pour le fun, puis pour moi aussi, là, pour avoir un petit projet. Puis, tu sais, ça a pris beaucoup d'ampleur avec le temps, puis je l'ai pas réalisé avant qu'un gars me dise à un moment donné
quand je regarde tes vidéos, si tu mets B+, et plus un jeu, là, je le mets sur ma wishlist automatiquement. Oh, Mais ouais. si tu mets pas, si tu mets en bas de ça, je le regarde même plus. Là, t'es comme, OK, là, c'est assez tranché, là. Il suffit vraiment à moi, tu sais, vraiment très empirique, là. Ouais. Puis est-ce que ça, c'est quelque chose Parce que là, je sens qu'il y a une espèce de crainte, mais en même temps, il y a aussi l'excitation de savoir que des gens peuvent prendre des décisions par rapport à ton opinion. Il y a plein de questions qui viennent avec ça. J'irais avec la question de... Tu sais, des fois, tu as joué à un jeu une fois, là. Puis là, tu en donnes un commentaire. Puis là, on pense, mettons, aux gens qui vont dire « Ah, moi, je l'achète ou non, selon ce que tu dis. » On s'entend que jouer à un jeu une fois, c'est pas beaucoup. Hein? Puis là, avec le culte de la nouveauté, quand tu es dans le domaine, il faut que tu joues à plein de jeux. Là. Il y en a 4000 qui sortent chaque année. Si tu arrives à jouer à 100, il faut que tu aies des jeux à parler. Là. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez de ça. Bien, c'est sûr que nous, de façon générale, puis je sais que David, c'est la même chose, on essaie de jouer plus qu'une fois, au moins 3-4 parties avant de produire une vidéo sur le jeu, parce que des fois, il y a des petits défauts qui vont sortir ou des qualités qui vont sortir d'un jeu après plusieurs séances de jeu. Mais c'est pas toujours possible. Mais ça, c'est important de le préciser. J'ai joué une fois. Souvent, entre autres, la longueur d'un jeu, par exemple, ça va sûrement être un défaut dans les critiques de jeu. Le jeu est trop long pour skier. C'est quelque chose qui ressort souvent. Mais les premières parties, c'est souvent les plus longues. Fait il faut prendre le temps de jouer plusieurs fois. Mais c'est vrai que ça peut être un aspect problématique. Là. J'ai l'impression aussi qu'on accumule beaucoup un bagage. Puis, tu sais, oui, il y a beaucoup de jeux qui sortent, mais ça finit par se ressembler aussi. Là. Oh, ça, c'est des propos choquants. On entend ça. On n'entend pas ça à beaucoup d'endroits. Et tu joues à un jeu, puis c'est comme, OK, ben ça ressemble beaucoup à tel autre jeu, puis cette partie-là ressemble à un autre, mais ça le fait moins bien ou ça le fait meilleur. Ou, tu vois le mélange, il vient d'où. Tu vois un peu l'inspiration vient d'où un peu. Fait que je pense qu'on réussit à accumuler aussi un bagage qui fait que j'ai pas nécessairement besoin de jouer 10 fois pour me faire une bonne opinion, mais c'est sûr que juste jouer une fois, c'est un peu traite. Là. Souvent, ce que je veux faire, c'est que je l'essaye à 2. Ah, c'est un jeu 2 à 4. J'aimerais ça l'essayer à 4 juste pour voir justement si à 4 ça roule encore bien. 2 à 4. Ou si vraiment ça devient comme infernal, puis c'est long, puis c'est pas jouable finalement à 4. Là. J'ai eu un bon exemple dernièrement là, avec Marvel Champion. C'est un jeu que j'ai adoré, tout ça, le super jeu de cartes avec des super-héros. Avec la licence Marvel, c'est vraiment hot. Là. Ça ressemble à une espèce de Sentinel of the Multiverse. Okay. Mais le jeu est annoncé pour 2 à 4. Ben, 1 à 4, en fait, tu peux jouer solo. Là. Mais à 4, ça prend comme 3 heures. Là. C'est un jeu à 2. Un petit jeu de cartes qui dure 3 heures, là, tu fais comme non, là, ça devient redondant. Là. Fait que faut que tu joues à 2 ou en solo. Il est fait pour ça. Là. Mais là, c'est ça, on parle tantôt du côté de consommation, tout ça, mais je pense qu'en tant qu'influenceur, c'est vrai que c'est pas un terme que la plupart des influenceurs aiment. Moi, je considère que ces gens-là, et nous, en fait, on est des créateurs de contenu. Oui. Donc, on crée du contenu, probablement va influencer ou non des gens, mais ça, c'est juste une mini-parenthèse. On parle d'encenser un jeu, les gens vont l'acheter à cause de ça, mais le fait de détruire un jeu, de dire ce jeu-là, c'était terrible, c'était vraiment pas bon, c'était pas bien fait, ça, je trouve que ça l'amène encore plus de problématiques que le fait d'encenser un jeu. Ben, je pense que tous les jeux, même les jeux qui sont très mauvais, je pense qu'il faut que tu sortes quand même des points positifs. Là. Chaque jeu va avoir des points positifs, des points négatifs. Bon, c'est sûr que je fais une critique, j'ai 2 points positifs puis j'ai 8 points négatifs. On s'entend que c'est une critique assez négative. Tu lui donnes en des général. moins. Là, Ouais, c'est ça. Mais en même temps, il y a tellement de jeux qui sortent. Je vais-tu prendre mon temps de faire des vidéos sur un jeu pour y donner une note de E puis de le bâcher, ou je vais aller jouer aux 4 autres jeux que j'aime pas mal plus puis que j'aurais plus le goût des exposer aussi. Ouais, pour faire du surf là-dessus, c'est un petit peu ça que j'allais dire. C'est un petit peu ça que je pensais aussi. Moi, je fais moins de vidéos que David. J'en fais 1 ou 2 semaines à peu près, ou 3 semaines. David en fait beaucoup plus. Puis justement, vu que j'en fais moins, j'ai moins envie de prendre un après-midi pour faire un tournage, faire le montage, faire le son, tout ça. C'est un jeu terrible. Pour dire, ce jeu-là, achetez pas ça, c'est pourri, pour X, Y, Z raison. Puis en même temps, j'ai toujours un petit malaise. Tu sais, à relever les points négatifs d'un jeu, j'essaie toujours de le faire pour que chacun puisse voir s'il va aimer ça ou non, justement. Mais j'ai un malaise à planter solidement un jeu, puis c'est la même chose. Peu importe si je te critique littéraire ou de film, ça serait la même chose. Il y a du monde qui ont travaillé dessus très fort, ils ont mis beaucoup d'énergie, ils ont mis de l'argent, du temps, tout ça. Peut-être que moi, je l'ai juste pas aimé. Ça veut pas dire qu'il est terrible pour autant. Mais j'ai de la misère, moi aussi, à le planter complètement. Par contre, moi et David, on est enseignants tous les deux. Fait qu'on est habitué de faire attention de l'espèce de commentaire en sandwich, là, positif, négatif, positif. Fait que c'est vrai que tu peux toujours relever des formations traits positifs. professionnelles. Oui, exactement. Fait que c'est vrai que tu peux toujours aller chercher du positif dans tous les jeux, mais un jeu qui a vraiment rien à offrir, j'aime mieux juste pas en parler, tout simplement. OK, ben c'est une bonne... toi, JF? Ben, c'était un peu ça ma logique aussi dans ma tête. C'était un jeu dont tu parles pas.
c'est probablement un jeu que t'as pas aimé, là, Ouais. dans le sens que si je vais jouer à un jeu et que je l'ai pas aimé, je vais juste pas en parler. Parce que ne pas faire, dans le fond, de pas parler d'un jeu, c'est presque mieux de parler d'un jeu que t'as pas aimé pour le jeu, dans le sens que au moins ça y fait de la publicité que de pas du tout y en parler. T'sais, si un jeu il sort puis après 2 mois, il y a personne qui en a parlé, et ça nous donne des bons indices là, sur la qualité. Puis en effet, c'est juste plate de passer du temps à créer ce contenu-là pour critiquer. Quoique des fois, c'est le fun de bâcher un peu. Ouais, mais quand On tu en joues à un profite, jeu terrible, là, tu veux que les autres le sachent. Là, parce que, je veux dire, tu sais, quelqu'un achète un jeu parce que j'y dis que c'est bon. Je suis comme, OK, ben c'est cool. Tu sais, mais quelqu'un qui achète un jeu puis que j'y ai pas dit que c'était mauvais, là, ma responsabilité est encore plus grande. Là, il vient réellement de dépenser son argent pour rien. Là. Ça, je dirais, il y a peut-être le choix du médium que je trouverais intéressant par rapport à ça, parce que tourner une vidéo sur un jeu Ben, c'est terrible, ça, c'est beaucoup de je travail. l'installe sur la table, Ouais, je sors oui, toutes les comprends, composantes, je j'installe comprends ça, je très fais ça. Tandis que, par exemple, le format podcast, là, on pourrait en nommer une longue liste de jeux qu'on a trouvé vraiment pourris. C'est parfait d'en discuter, de conseiller les gens de peut-être aller vers autre chose, pour ceux qui aiment ce type de jeu-là ou un autre. Mais le Ou un format petit podcast va post, se prêter un davantage. petit post Instagram, un petit post Facebook. Ouais, c'est ça, des peut-être, trucs comme t'sais. ça. Non, mais ça, vous apportez un bon point, justement, c'est que la vidéo, en fait, c'est vraiment le médium qui demande des efforts Oui. tellement considérables. Comme, faut faire une vidéo de 10 minutes, les gens, ils s'en rendent pas compte quand ils la regardent, mais tu sais, ça a pris des heures et des heures et des heures de travail à plein d'étapes différentes. Alors que c'est vrai que là, on fait juste prendre un micro, on enregistre. C'est plus le fun de trasher quelques jeux. Là. Donc, Oui. je vous demanderais peut-être de nommer un jeu que vous trouvez vraiment terrible. Sinister Juste un. Six, Oh, Sinister Six? Ouais. c'est vraiment mauvais. Oh, yes! Ça fait du bien, hein? Ouais. Moi, je dirais, récemment, il y a Three Laws of Robotics qu'on a essayé, qui est un jeu de party qui marche c'est pas du weird, tout, ça. qui est très, très, très étrange. Puis sinon, j'ai toujours mon bon vieux Megaman, Ah, le board game. Megaman. Ça, ben, tu sais qu'avec une franchise comme ça avait peu de chances d'être bon, malheureusement. Ben, il y a des bonnes franchises issues de... Il y a des bons jeux ici de différentes franchises, mais Megaman, est-ce que vous avez déjà joué? Non, L'un ou non, l'autre? je savais non, même pas non. qu'il y avait un jeu de Megaman. Ouais, ben, tu t'as pas manqué grand-chose. C'était un gros Kickstarter qui avait fonctionné à l'époque. Il y a des super sûr, composantes. Si c'est je l'installe sûr. sur une table ici, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui vont vouloir jouer puis qui vont se sauver en courant après 15 minutes. C'est que c'est un petit jeu de, grosso modo, de push your luck avec une petite mécanique de rouler des dés où je vais prendre des chances pour essayer d'aller de plus en plus loin dans le tableau avant de perdre ma vie. Nice. Fait que la mécanique Ça de a l'air base, c'est pas qu'elle est inintéressante, mais c'est que c'est une mécanique très, très simpliste dans un jeu qui dure 4-5 heures. Oh! Ok, c'est massif. Ça devrait durer 45 minutes gros top, là. C'est ça. Si le jeu durait 45 minutes, ce serait très bon, mais il dure facilement 45 minutes par joueur. Oh. 45 minutes, 1 heure par joueur. J'ai jamais joué une game au complet. Les fois que j'ai essayé de le sortir après 3h30, tout le monde faisait bon, ben regarde, là, c'est un tel qui mène. Félicitations, t'as gagné. Vous étiez On quand même passe à d'autres motivé choses. après 3h30. Ben, on s'est dit, on va sympa. l'essayer une fois, mais on s'est quand même pas rendu à la fin. Fait que beaucoup, beaucoup trop long. Fait que tu vois, le podcast, c'est un bon format pour dire ce genre Parce de que là, choses-là. faire la vidéo sur Megaman, ça t'aurait pris, mettons, 8 heures, tu sais. Tu sais, puis la vidéo elle-même aurait duré 1 heure d'explication, puis d'exemple, puis de mise en contexte, pour à la fin dire, fait que là, toute la dernière heure que vous venez d'écouter, c'est du temps perdu. Parce que le Achetez jeu est pas ça. terrible. Ouais, c'est ça. En fait, il y a peut-être une trend, là, par exemple, quelque chose à faire, des vidéos de jeux terribles, mais tu sais, tu mets vraiment l'emphase sur le... Tu sais, tu le sais en le regardant qui est terrible. là. Ah ben là, il faudrait le faire très, très cliché. On là. pourrait le Ouais, faire avec ouais. les jeux de marde de pierre. Non, mais ça, c'est des jeux... Ben peut-être oui, mais tu sais, après ça, moi, je pense quand même qu'on a un côté informatif qui est important. S'il n'y a pas Ouais, d'information... tu sais, parce que je pense pas qu'on fait, et là, on revient un peu sur le rôle, qu'est-ce que les influenceurs font, les créateurs de contenu. C'est du divertissement, mais c'est pas le but premier. C'est plus informatif. C'est Ouais. ça, c'est plus informatif. Oui, il y a des côtés de divertissement, puis je trouve, mettons, Etu-Game est dans ceux qui le font le mieux, Oui. avec le côté justement de mise en scène et tout ça, c'est très cool. Mais les gens qui le regardent quand même, il y a le côté information qui est très important. Là. Puis le deuxième côté de la définition, là après, on arrive avec les partenariats avec des compagnies Ouais. pour faire des publicités. Il y a beaucoup de gens qui pensent que tous mes vidéos Ils sont commandités. sont commandités par les compagnies. Ce qui est absolument faux. Ouais, Mais, ok. tu sais, on ne sont pas au courant de ça non plus. C'est vrai parce que tu as l'impression que quand tu parles d'un jeu, ben, quelqu'un t'a payé pour le faire. Oui. Ce qui est très rare la plupart du temps. Même, je pense que ça arrive pratiquement pas. Ça arrive pratiquement pas. On a commencé à faire quelques vidéos sponsorisées. Mais je te dirais, c'est des protos. Des protos de Kickstarter qui veulent avoir une vidéo quand ils vont mettre la La campagne. visibilité, ouais, forcément. Mais là, on va leur offrir plutôt le format règle seulement. Parce que c'est un proto, tu sais, c'est dur de critiquer un proto de toute façon. Puis en même temps, tu me payes. Tu sais, ma critique vaut quoi si tu me payes?
Ouais, ben ça c'est la bonne absolument. question, même au niveau d'une review copy. Tu sais, quelqu'un te donne son jeu pour que tu le reviews. Et là, on revient à la question, si j'ai trouvé ça vraiment mauvais, est-ce que je dois le reviewer ou... Ben, moi, je compare ça à un critique de cinéma. Je veux dire, le critique de cinéma, il se fait donner ses billets de cinéma pour aller voir le film. Ouais. Il le paye pas pour aller voir le film. Après, il fait sa critique. Sauf que là, c'est ça, là, on est dans le mode critique, les vrais critiques, et on dirait que dans le créateur de contenu, de jeu, est-ce que c'est parce que c'est un petit monde, un monde gentil, un monde où tout le monde amateur. s'aime, un monde, c'est ça, de hobbyistes? Tu sais, le gars qui va te donner sa review copy, là, tu le connais, puis tu le vois dans toutes les conventions, là, puis probablement que c'est plus ton ami que ton collègue de travail, tu sais. Il te passe sa copie, puis là, t'es comme, c'était pas très bon. Puis là, en plus, c'est le milieu québécois. Donc, quel est justement le rôle, quelle est la position à tenir là-dedans? Parce que le critique de cinéma, s'il n'a pas aimé un film québécois de Xavier Dolan, il va le trasher et ça va créer un espèce de remous, mais la communauté des joueurs est tellement gentille et Il y a aimante. tellement petite aussi. tellement Ça va-tu petite. briser mon lien avec cet éditeur-là si je décide de faire un review finalement puis que le review est plus ou moins positif? Ben, je pense qu'un des secrets, c'est un peu comme dans tous les concepts de toutes les relations, c'est d'être franc. T'sais, oui, OK, je suis bien content que tu me donnes une copie de ton jeu, c'est super apprécié. Sache que je vais en faire une critique franche. Oui, c'est ça. C'est important que ce soit clair C'est avec... important que ça soit clair de la base. On en a fait des critiques de jeux qu'on avait reçu un review copy qui était moins positive ou qui était plus négative. C'est important que ça soit clair, que ça soit dit d'avance. Là, tu m'achètes pas ma critique, tu m'achètes pas mon vote à la fin de la vidéo. Ça se peut que je l'aime énormément, pareil, le jeu, je le dirai. Ça se peut que je l'aime moins, je le dirai aussi. Le seul point où je trouve ça plus délicat, puis honnêtement, j'ai pas une réponse honnête, c'est est-ce que je la fais, le review? C'est parce que c'est un espèce de contrat sous-entendu. Si tu me donnes une copie du jeu, c'est parce que tu t'attends à ce que je fasse une vidéo. Éventuellement, est-ce que je le fais pareil s'il est négatif? Ça, cet aspect-là, il est un petit peu plus délicat. Parce qu'il y a une espèce à d'aspect gérer. monétaire, même s'il n'y a pas d'argent à faire, encore une fois, puis il y a quand même une copie qui a été envoyée, qui a été donnée pour ça. Ouais. Là. Bon, il y a un objet physique qui a été échangé, qui a une certaine valeur monétaire que j'ai pas besoin d'acheter en magasin. Tout à fait. Mais ça, cet aspect-là, il est un petit peu plus délicat. Toi, t'en penses quoi, David? Moi, je trouve que, tu sais, oui, on fait la vidéo, c'est notre médium principal, mais tu sais, on fait aussi des posts Facebook, on fait des posts Instagram, on fait plein de choses. Fait que, tu sais, peut-être une vidéo que je me fais comme... Ouais, tu sais, faire une vidéo, ça c'est rendu délicat sur ce jeu-là. Regarde, on va jouer une game, je vais poster une photo, on va faire un petit post, tu sais, au moins... Dire on l'a essayé. Il va y avoir une visibilité. Je vais avoir essayé sans faire une critique peut-être approfondie parce que ça serait peut-être trop délicat. Vous êtes vraiment des gars politically correct. On le essaye, sent, là, on tu sais, on le essaye. sent. Là, vous êtes des profs, essaye. marchez droite, les gens vous aiment, vous êtes les gentils dans l'histoire. Mais là, on a beaucoup parlé de jeux, tu sais, mais la définition va au-delà de ça. On parle de partenariat, puis à un certain point, les créateurs de contenu ont plus de partenariats avec les pubs, les cafés, puis, tu sais, les boutiques de jeux qu'avec les éditeurs à un certain point, parce que les éditeurs, il y en a partout dans le monde et il y a des jeux qui viennent de partout. Mais quand on pense, mettons, à toutes les pubs ou les boutiques de jeux qui vont financer la création de contenu, donc c'est pas nécessairement des gens qui veulent une Des critique. commanditaires. Des commanditaires, exactement. Est-ce que là, il y a encore une fois une espèce de contrat à respecter moral avec si un lieu que tu n'aimes pas te propose de l'argent, est-ce que tu l'acceptes, est-ce que tu ne l'acceptes pas? En fait, la vraie question, les gars, je dois vous le demander, c'est quoi votre prix? Tu peux aller voir notre page Patreon, c'est public. OK, mais là, mettons, moi, j'ai un jeu terrible. Ouais. Puis je veux que vous fassiez une vidéo dessus, puis je veux que vous disiez que c'est vraiment un bon jeu. Mon Kickstarter sort bientôt. Là. Jour 1, je veux que tout le monde au Québec pense que c'est le meilleur jeu qui a jamais été fait. Combien ça coûte? Mais ça, tu vois, en partant, on a été clair là-dessus. Les Kickstarter, on donne pas d'avis. On fait les règles On seulement. peut te faire une vidéo de règles où tu vas avoir de l'explication dessus, mais il n'y aura pas d'avis à la fin. Combien fait ça partie du coûte, deal. les gars? Je veux juste un montant. Tout le monde a son prix. Tout le monde a son prix. Je veux savoir combien ça coûte. Ben, je peux te dire le prix pour la vidéo de règles, mais la critique, on pourra pas la faire. Ah, OK. Ça va être impossible. En plus, vous donnez les outils pour être legit. Toi, Jeff, c'est quoi notre prix à nous? C'est une bonne question. Ouais, il est pas élevé, hein? Pas très élevé. 50 piastres. On n'a pas de commanditaire encore, fait que n'importe quoi. 2 piastres, ça va aller. Là. Ouais, ben en fait, on aurait pu consacrer tout ce segment à parler de vous. Au lieu de parler de comment on influence l'industrie, on aurait parlé de vous, notre commanditaire. Ça, c'est juste une petite plug là, pour le commanditaire qu'on cherche. Là. Elle était bien faite. C'était bien fait. Je vais juste revenir sur le fait que ça, c'est une définition française aussi que tu as trouvée. Forcément, si on n'est pas dans le même univers là, au niveau de la création de contenu sur YouTube ou sur Internet. Donc, ça me surprend pas de voir qu'ils sont allés aussi loin.
est-ce que c'est la réalité de tous les influenceurs? Est-ce que ça va être notre réalité dans 10 ans, dans 20 ans? Je sais pas. Ce que je vois, par contre, des influenceurs, puis au début, on se demandait sur c'est quoi le rôle des influenceurs dans le jeu de société, d'une certaine façon, mais je pense que c'est ça un peu que fait les influenceurs, c'est qu'ils démocratisent un peu l'information ou, comment dire, pas la recherche d'information, mais le développement. Ça accessible. Oui, c'est ça, ils rendent plus accessible que, disons, la télé traditionnelle qui va être pris dans des créneaux, qui va être pris dans des trends, on n'aura pas de TVA qui va venir aujourd'hui pour parler de la journée du 12 heures ludique. Par contre, Professeur Wargame est là, Balado Ludique est là, puis on est là pour en parler de cet événement-là. Vu que c'est un petit milieu, ben forcément, nous, les influenceurs comme nous, on a de la place pour venir et donner du contenu d'information parce qu'il y a un manque qui est clair dans la société. Clairement, on est dans une société qui est en transformation au niveau de sa relation avec les médias. J'ai l'impression qu'on est dans un genre de flou entre le moment où la télé, là, on n'est plus dans l'âge d'or de la télé est en déclin, on est plus dans le début d'un nouveau style de médias avec Internet, tout ça. Donc, on est entre deux chaises. En ce moment, j'ai l'impression que ça va beaucoup évoluer dans les prochaines années. Mais en ce moment, les YouTubers, les influenceurs sont là pour parler de leur passion, parler de sujets intéressants et surtout couvrir des sujets qui sont moins couverts plus traditionnellement ou au niveau plus populaire. Et c'est là qui est intéressant, je pense, ce nouveau médium-là. Et c'est là la force dans le jeu de société, mais aussi dans plein d'autres sujets qui sont pas nécessairement des sujets très populaires en général, mais tu te rends compte que sur plein de sujets, tu vas quand même avoir tout le temps une foule de gens qui va s'y attacher, qui va aimer ça. Donc, c'est pas parce que t'as pas 80% du Québec qui joue à des jeux de société que t'as pas assez de monde pour être intéressé, que t'as pas assez de monde intéressé par ce contenu-là. Donc, c'est là un peu, je pense, la force de ce médium-là, c'est qu'on a un peu cette liberté de parler de un peu ce qu'on veut, du sujet qui nous passionne et vraiment en parler en profondeur. Ce que les médias traditionnels, j'ai l'impression, est peut-être un peu moins précis ou un peu plus général que très, très centré, là, comme ce que nous, on peut faire. Là. Juste l'aspect au niveau des critiques de jeu, le fait d'être dans des réseaux sociaux qui sont ouverts comme ça, où on décide de notre contenu, ça permet, moi entre autres, je suis un grand fan de tout ce qui sort de Kickstarter. J'aime beaucoup les petites campagnes qui ont ramassé 30, 40, 50 000 $, qui produisent souvent des bons petits jeux, mais qui n'ont pas les moyens d'un Simon ou d'un Asmodée. Donc, les composantes sont pas au rendez-vous, la qualité des cartes n'est pas excellente. On en a essayé un cette semaine, un bon petit deck building qui avait ramassé 35 000 $ sur Kickstarter. Puis c'était un beau petit jeu. Puis le fait d'avoir cette possibilité-là, d'en faire une vidéo, d'aider cette petite compagnie-là, sans qu'ils ils m'ont rien demandé, mais moi, j'ai envie de pousser ce jeu-là. Fait que cette liberté-là aussi est très intéressante pour un influenceur de choisir ce sur quoi il veut travailler, des jeux desquels il veut parler, des événements auxquels il veut participer, tout ça. Fait que je te rejoins tout à fait là-dessus, là, à ce niveau-là. Puis on reste des amateurs à la base, des passionnés, mais à force de créer du contenu, on devient un peu des experts. Les gens nous voient comme des experts. Fait qu'ils nous voient comme des experts. C'est pour ça que notre opinion est importante pour eux. Parce que pour eux, on est leurs experts. Donc, si moi, je critique ce jeu-là puis que pour moi, je l'ai aimé pour telle raison, ben si cette personne-là me considère comme un expert, ben mon opinion est valide. Là. Ouais. Absolument. Absolument. Ben, c'est tous des bons points. En fait, vous parlez qu'on fait ça par passion. À quel point, depuis que vous avez commencé ces projets-là, vous jouez moins? En fait, je te dirais qu'on joue plus, mais moins à nos jeux préférés. Tu joues pour ton média, dans le fond. Oui, forcément, je vais acheter un jeu ou je vais en recevoir un. Je le trouve intéressant, je vais faire la vidéo, fait que je vais jouer 2-3 parties en quelques semaines. Là, je fais la vidéo, je le sers, parce que là, j'en ai reçu 8 autres. Le temps que je joue à ce jeu-là 3 fois, fait que là, je le sers, je le mets de côté. Puis là, on se dit souvent, tu sais, quand David et moi, on a fait notre top 100, il y a plein de jeux que ça faisait des années qu'on n'avait pas joué, puis qu'on disait, hey, c'est tellement bon ce jeu-là, il faudrait qu'on s'en refasse un après-midi. C'est tellement bon ce jeu-là, il faudrait qu'on s'en refasse une soirée. On n'a pas le temps. Parce qu'on est toujours en train d'essayer des nouveaux jeux, d'essayer le culte de la nouveauté dont tu parlais tantôt. On est pris là-dedans un peu. Très difficile à gérer, ouais. Et shit, les gars, ça me rend triste parce que moi, vous savez que je suis vraiment à un certain point contre le culte de la nouveauté. Oui. Et bon, j'essaie de jouer un peu d'actualité, mais j'ai décidé que ce n'était plus mon combat.
Des gens le font mieux que moi. Et c'est ça aussi la beauté peut-être de savoir un peu ta place en tant que créateur de contenu. Il y a des gens qui vont être très forts sur l'actualité, très forts sur ces choses-là. J'ai accepté de ne plus le faire et ça me dérange pas de parler d'un jeu qui est sorti en 99, même si je viens d'y jouer maintenant. C'est la même chose pour tout le monde. Il y a des jeux que tu pourrais découvrir qui sont sortis il y a 10 ans, que tu n'as jamais entendu parler, qui sont super bons. Faut pas non plus mettre ce... J'ai peut-être un culte de la nouveauté, mais qui n'est pas sur la nouveauté qui vient de sortir. Ouais. Je veux essayer des nouveaux jeux, mais je sais qu'il y en a, Sur la nouveauté 30 pour 000 toi, que j'ai là. pas Oui, essayé. c'est ça, Il y en a exact. 50 000 que j'ai pas essayé. Oui, il y en a 4 000 cette année, mais si je regarde les 4 dernières années, il y en a 12 000 qui sont sortis là, que j'ai jamais essayé. Là. Ouais, puis c'est ça, plein. Puis souvent, la liste de jeux qu'on veut essayer, elle fait juste grandir. On a beau en jouer, elle rapetisse jamais, elle fait juste grandir. En fait, c'est vraiment intéressant comme discussion. Je trouve ça vraiment cool. On pourrait encore en parler longtemps. Je pense qu'on va pas rapper là, mais j'aimerais amener la discussion dans une question de est-ce que les créateurs de contenu, et là on parle surtout des Québécois parce que c'est le milieu qu'on connaît et tout ça, est-ce qu'ils devraient avoir des aspirations à vivre de ça? Si oui, comment ils pourraient le faire? Et est-ce que ça va dénaturer qu'est-ce qu'on a en ce moment? Je sais pas si ici au Québec c'est possible. Tu sais, parce que, un peu comme tu disais tout à l'heure, c'est un bassin de joueurs, d'amateurs qui est de plus en plus grand, mais on est quand même beaucoup en enfer. Différents types de création de contenu. Il y a beaucoup de podcasts, il y a beaucoup de chaînes YouTube, il y a beaucoup de différents organismes qui existent, de clubs de jeux, tout ça. Fait que je ne sais pas si, avec le bassin d'amateurs de jeux qu'on a au Québec francophone, on a assez pour être capable de vivre strictement de ça, là, de gagner plusieurs dizaines de milliers de dollars par année pour une personne. Ça, je suis pas certain si c'est possible. Puis même les plus gros influenceurs du domaine, on peut penser à Tom Vassell de Dice Tower, il vit de ça parce qu'il fait une campagne Kickstarter pour financer Ses projets. mission, Ouais. ses projets. Fait que dans le fond, c'est ses followers qui lui font sa paye. Oui, puis lui, ça il a quand même pris une douzaine d'années ou une quinzaine d'années avant de pouvoir vivre de ça. Et lui, son bassin potentiel d'amateurs, c'est plus de 300 millions de personnes, là, comparativement à 8-9 millions ici. Lui, il est américain, anglophone, fait que ça rejoint un Beaucoup de bassin d'amateurs possibles beaucoup plus grand que nous autres. Puis ça a quand même pris presque deux décennies avant de vivre de ça. Donc, il Je faut que tu sais aies pas assez si- de followers pour peut-être te socio-financer avec eux. Sinon, la deuxième avenue, mais là, on retombe dans les partenariats, les vidéos sponsorisées. Mais, tu sais, est-ce que faut que tu développes des contacts pendant, encore une fois, 10 ans pour avoir assez de contacts pour avoir ce genre de contrat-là? Je pense qu'on est loin d'être rendu là. J'ai une question aussi dans la même ordre d'idée. C'est juste que, est-ce que vous pensez que le public français, parce que ça reste que, comme on dit, on a un bassin de population qui est plus faible, qui fait en sorte qu'il y a un nombre de joueurs plus faible. Donc oui, ça va être très difficile, mais de ce que nous, on peut voir, c'est qu'on a quand même beaucoup de views qui viennent de France. Bonjour la France! Et voilà. Donc, on a quand même beaucoup de views qui viennent de la France. Donc, est-ce que le public français peut devenir une espèce de public B là, pour nous, les Québécois, les créateurs de contenu? Parce que- Public B, JF, il y a tellement de Français qui nous Je pense que écoutent. c'est notre public. Ah, Ouais, ouais, c'est- Ça peut devenir notre public vraiment facilement, vu le bassin de population. Est-ce que vous pensez que c'est un avenue possible? Est-ce que vous voyez quelque chose par rapport à Je ça? vais laisser ou- David donner les chiffres parce que c'est lui qui les a, mais nous autres, personnellement, notre propre chaîne, on a, je pense que c'est la majorité Ben, de nos vues. toutes les chaînes québécoises là, sont suivies en majorité en Europe. Plus qu'au Québec. Notre chaîne, Ouais. c'est une de ceux qu'on a le plus gros pourcentage au Québec, puis on a juste 35 Ah, de Québécois. de Québécois. Ben, Canada, Ouais, là, ouais, mais ouais. de Québécois. Puis le reste, c'est Europe. Tu sais, juste la France, c'est 55 Wow. T'as la Ouh. Belgique, la Suisse, qui sont peut-être 5 chaque. Puis là, après ça, on a 35 Canada. Fait que déjà, en partant, c'est déjà les gens qui nous suivent le plus. C'est Ouais. les Européens. Fait que pour répondre à ta question, c'est déjà fait. Ben, merci, nos amis français. Vous savez, nous, on est la minorité francophone en Amérique du Nord, mais Ouais. on continue de produire du contenu avec tellement d'acharnement. L'hiver et tout ça, hein, ça fait qu'on hiberne beaucoup. On a pelleté ce matin. Il y a beaucoup de chaînes québécoises qui ont 70 et plus de followers en Europe. C'est quand même étonnant, mais en même temps, ça fait totalement du sens Ben aussi. oui. Tu arrives sur un marché français qui est 10 fois plus gros que le marché québécois. C'est normal que ça va se retrouver. Le Et jeu la aussi culture est- du jeu est implantée depuis plus longtemps Exactement. en Europe qu'ici. La culture du jeu, puis la culture des influenceurs, je pense aussi.
Je pense qu'ils sont en avance sur ce qu'on fait au Québec. Là. Absolument, oui. Il y a des gros influenceurs qu'on connaît leur nom. Je pense au Québec, à part Stéphanie Harvey, j'en connais pas beaucoup. Là. Je veux dire, qui des gros noms. Là. Je veux dire, pas juste dans le jeu de société. C'est mais plus dans le jeu général, vidéo, là. là, les Ben gros oui, noms. en là. plus. Là. Les Steelers, puis etc. là. Ça nous amène peut-être justement un peu vers la discussion de on est québécois, on a parlé qu'il y a pour la quantité de joueurs, il y a beaucoup de gens qui font du contenu. Je pense que c'est 1 sur 2 en fait. Je suis pas sûr. Là. Quelque chose de Ben, même. si tu comptes Instagram comme du contenu. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui font du contenu, mais il y a beaucoup de gens qui en consomment aussi. Donc, c'est comme un domaine vraiment, tu m'écoutes, je t'écoute, on travaille ensemble. Est-ce que vous voyez que on peut conserver cet état d'esprit-là? Est-ce que c'est le fait qu'il n'y a pas d'argent là-dedans qui conserve cet état d'esprit-là à un certain point, ou à partir du moment où des gens vont vraiment être payés pour le faire, il va en avoir qui vont disparaître, qui ne pourront plus continuer de le faire? Ou... Ben, si je me fie à ce qu'on voit, entre autres aux États-Unis puis en Europe, il y en a quelques-uns. On parlait de Dice Tower tantôt, Rado et compagnie. Il y en a qui gagnent bien leur vie avec ça. Ça ne les empêche pas de faire des collaborations ensemble, de continuer. Fait que je pense que quelque chose de fondamentalement fraternel, là, de confrérie dans le jeu de société. Je pense que les gamers, il y a quelque chose de particulier. Ça s'accorde bien ensemble. C'est un hobby rassembleur. Hein. Oui, c'est quelque chose qui est rassembleur. Par définition, ce sont des jeux de société. Fait que par définition, on aime ça s'asseoir avec d'autres gens et jouer et apprendre des choses avec eux. Fait que on aime ça les battre. aussi, pendant des jeux. Mais par définition... Un vieux jeu, hein? Oui. C'est une, là, quelque chose. Ça m'amène peut-être sur un dernier point que j'avais. J'avais fait une petite liste pendant que tu t'énonçais la question primaire. C'est les créateurs de contenu québécois, sans avoir à se fédérer, c'est pas ça l'idée, c'est que chacun conserve. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de se donner plus de puissance, si on veut, en se rassemblant d'une certaine façon? Et je lance une idée que ça fait longtemps qu'on a avec Balado Ludique et qu'on n'a jamais lancé à personne. Là, on vous le lance officiellement et on le lance comme ça. Qu'est-ce que ça va donner? Je sais pas, mais c'est un projet qu'on a en tête et c'est juste de faire... Et ça se fait dans d'autres domaines de niche, de hobby. C'est de faire la semaine de. Donc, on pourrait imaginer la semaine des créateurs de contenu de jeux de société québécois ou la semaine du XYZ dans laquelle tous les créateurs de contenu de jeux québécois participent à une thématique qui est la même. Et donc, peuvent se répondre pratiquement. On avait fait une collaboration avec un podcast français où eux faisaient un épisode, nous on l'écoutait, on leur répondait. Le gars qui le faisait dans son char. Là. Le gars qui le faisait dans Ludo, le gars en vadrouille, le gars qui le faisait dans son char. Yes. Fait qu'il nous répondait, on y répondait et j'imaginais qu'il pourrait avoir quelque chose de très cool si sur une semaine, tous les créateurs de contenu québécois de jeux de société travaillent sur un même sujet. Et en tout cas, je lance ça comme ça dans l'air. Je trouve que l'idée est intéressante. J'aimerais entendre un peu votre opinion là-dessus. Là. D'autres, on embarque. Oh, yes! C'est sûr et certain. Non, mais moi, j'ai toujours adoré faire des collaborations. Quand j'ai commencé à faire des top 10 sur la chaîne YouTube, pour chaque top 10, j'ai invité quelqu'un de différent. Oui. Que ce soit d'autres créateurs de contenu, que ce soit des éditeurs de jeux. Je me souviens, là, ma chaîne était tout petite. Là, j'avais approché Christian du Scorpion Masqué pour faire un top 10 avec lui. Ça a été comme la première personne un peu dans l'industrie qui avait fait une apparition dans mes vidéos. Ah, oui. Puis on a fait un top 10 des jeux de party. J'ai fait un top 10 avec vous autres sur les jeux coop. Mais d'ailleurs, parenthèse là-dessus, quand tu nous as écrit pour faire ça, c'est un peu la situation inverse. Tu étais la première personne qui nous écrivait de l'extérieur pour un projet. Puis ça nous a comme donné le goût de continuer. Ça te fait « Ah, ben oui, c'est cool. » Donc, donner au suivant, juste comme ça, permettre aux gens de dire « Ah ben oui, j'écoute qu'est-ce que tu fais, je trouve ça cool. Viens à mon émission. » Ça donne vraiment le goût de continuer, en fait. Puis à chaque mois, on fait une vidéo coup de cœur avec plusieurs YouTubers en collaboration, dont presque toutes les chaînes québécoises. Quelques chaînes aussi en Europe qui participent. On est souvent à peu près une dizaine de collaborateurs par mois à faire le petit segment coup de cœur, puis on met tout ça ensemble. Puis là, je trouve que ça fait un bel effet de collaboration, puis ça montre comment cette communauté-là, elle est soudée, puis que c'est fraternel. Oui, ça me rappelle d'ailleurs que j'ai un post-it sur mon bureau, coup de cœur, professeur board game,
décembre 2018. Voilà. Vous avez été invités, mais vous encore n'avez là. jamais rien Vous envoyé. savez que les vidéos, c'est long à faire. Nous, on est des gars de son, on est habitués à ce que c'est comme bang bang, on enregistre, c'est fini. Ouais, c'est ça, mais c'est dans ma liste. Oui, donc. Faudrait que vous en fassiez un juste avec le son, puis on mettrait une image en arrière. Ouais. Ok, ça peut fitter On pour fera nous, Ça serait drôle. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient renchérir sur les influenceurs? Peut-être une petite conclusion ou un autre sujet en banque? Je pense qu'on est bon. Peut-être juste si vous voulez rapper sur la position, un peu qu'est-ce que vous voyez pour le futur ou peut-être votre perception personnelle d'un influenceur en quelques mots. Pour le futur, ben on veut. Ce qui est dur quand on lance un projet comme ça, c'est de la constance, de conserver ou de continuer à faire des vidéos tout le temps, d'en faire à chaque semaine, puis de ne pas arrêter, puis de continuer comme ça. On a beaucoup de projets en branle. On a commencé un nouveau podcast aussi. Fait que, on essaie de racheter de diversifier notre contenu un peu à chaque année, puis de grossir tranquillement. Avec le podcast, on a des gens qui sont un peu greffés à l'équipe par la bande. Des gens qui sont nos amis près, des gens avec qui on game souvent aussi. Fait que, c'est le fun de jaser de jeu avec eux autres. Mais pour nous, je pense que c'est de continuer. Puis on a hâte peut-être d'aller couvrir éventuellement un événement en Europe. Là. Ça serait peut-être notre prochain objectif. L'invitation est lancée. Quant à moi, une des choses que j'aime beaucoup, puis je suis assez fier de notre chaîne, c'est que notre chaîne a aussi bâti un événement de jeux de société dans notre petite ville qui s'appelle les Meeple Olympiades à Sorel. Puis on est une petite ville, puis on a réussi à faire un événement qui attire quand même une centaine de personnes. Oui. On a fait 3 éditions. Fait que ça, c'est quelque chose que sur lequel j'aimerais continuer à travailler puis développer, c'est ça. Parce que je trouve ça le fun d'habiter dans une petite ville puis d'avoir réussi à créer quelque chose de rassembleur. Puis avec les années, qui sait où ça peut nous mener. Mais ça, je trouve ça c'est un beau projet qu'on a. Mais ça, c'est un point intéressant que tu soulèves là, le fait que ce qu'on fait on veut dire en différé, à distance, à travers un média, peut se transférer dans la réalité. Là, donc, de partir d'une chaîne YouTube qui fait des vidéos à organiser un événement qui rassemble physiquement des gens dans une ville où il n'y a pas nécessairement d'événement de jeu, c'est vraiment, vraiment très cool. C'est la preuve d'où ce qu'on est aujourd'hui. Exactement. Oui, le 12 heures ludique, c'est exactement ça. Là. Oui. Ça, ici, il y avait 100 personnes il y a 2 ans. Puis là, il disait tout à l'heure au micro qu'il y avait plus de 300 personnes exactement. aujourd'hui. C'est très, très cool. On a triplé Tout ça est parti d'un groupe Facebook. Et c'est ça. Tout ça est parti de rassembler des gens sur le virtuel, mais comme le hobby du jeu de société a la force d'être physique, mais ça force les gens à se rassembler à un certain point. Oui. JF? Ouais, écoute, moi, je suis bien content avec l'enlignement qu'on a pris. Nous, on s'est pas mis beaucoup de pression. On s'est dit, on le fait pour le fun, puis on est là pour comme juste parler de jeu puis avoir du plaisir. Je suis vraiment content de comment ça a évolué puis comment ça va évoluer dans le futur. Je pense qu'il y a un avenir. Après ça, est-ce qu'on va pouvoir se payer un jour juste faire ça? Au moins un petit voyage dans le sud, peut-être? Petit voyage à SN, qui sait? Ouais, aussi. C'est ça. Je suis d'accord, moi non plus, je le vois pas vraiment. Après, c'est pas impossible d'avoir un petit revenu de ça et de continuer à faire autre chose à côté, mais je pense qu'il y a un avenir et c'est comme on regarde ce qui se passe en France, on regarde ce qui se passe aux États-Unis. Bien, le Québec, nous, on est juste un peu en retard, puis ça commence à grossir. Le podcast, en général, c'est un médium qui est de plus en plus populaire. On est en transition, comme je dis, vers des modes de consommation des médias qui est en grand changement. Donc, je pense que le YouTuber et le média un peu amateur, comme on dit, mais va avoir de plus en plus de place et d'importance dans nos sociétés au futur. Puis, c'est vraiment le fun parce que je trouve que ça démocratise, en fait, le média, de la télévision, d'une certaine façon, de la création de contenu, ce qui était réservé à des élites, à des gens dans des compagnies, tout ça. Avec une supervision des grosses équipes, ben là, n'importe qui peut le faire. C'est-à-dire, j'ai un petit micro, j'enregistre, puis je fais de la création de contenu. Donc, j'aime beaucoup ça, de voir la démocratisation, de voir que beaucoup de gens passionnés ont envie aussi de communiquer sur leur passion, puis de partager avec les autres. Ouais. Oui, en fait, tout a été pas mal dit. Ça reste que vous savez, Balado Ludique, vous connaissez notre style. Ça n'a jamais été de faire les choses en grand ou faire les choses pour un grand public non plus. On a décidé à un certain point qu'on visait l'extrême passionné, les gens qui capotent sur les jeux autant que nous. La beauté de la chose, c'est qu'on a des gens justement comme Professeur Board Game, comme Etu Game, qui vont toucher un public tellement grand et qui font tellement un travail professionnel que nous, ça nous permet de faire n'importe quoi, de faire ce qu'on veut.
la preuve, c'est qu'à chaque épisode, on expérimente des choses. C'est un terrain de jeu pour nous. Puis la balado, elle permet ça parce que l'investissement, même à un certain point, l'investissement matériel, financier, de temps est un peu moins lourd. Si tu fais une vidéo et elle n'est pas belle, ça paraît tout de suite. Donc c'est ça. Professeur Board Game, David, Louis-Philippe, premièrement, merci beaucoup de vous être prêté au jeu, Très de bon sujet, en tout cas. favoriser les créateurs de contenu québécois à se rassembler entre eux. Grand plaisir. Merci de l'invitation. Et peut-être juste pour être quand même fair, si les gens veulent vous suivre, chaîne YouTube principalement. Chaîne YouTube, on est présent aussi sur Facebook, Twitter. On a notre nouveau podcast. Oui. Un board game presque parfait. Oh, wow! C'est excellent, un bon nom. Excellent. Très bon nom. Puis vous avez aussi un Patreon, je pense. Oui, le Ça Patreon, commence de plus en plus. On a parlé des façons de se financer. Personne n'a mentionné le nom Patreon. Je sais pas si c'est un sujet tabou, mais ce sera peut-être pour une autre discussion. Donc, messieurs, bonne chance pour la suite. Puis j'espère qu'on va se retrouver très bientôt. Et merci beaucoup. Merci de à vous. l'invitation. Oh, et nous accueillons maintenant nul autre que le seul et unique ludologue du Québec, Sylvain A. Trottier. Salut. Oh, salut Sylvain, ça va? Oui, ça va, ça va. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Effectivement, je sais pas ce qui s'est passé dans ta vie, Simon, mais t'avais l'air fort occupé. Hein? Ah ouais, toujours occupé, tu sais, c'est la vie, hein, la vie, ça avance tout le temps. Ouais. La vie, ça avance tout le temps. Toi, tu peux même en témoigner. D'ailleurs, on voit que tes fans sont dans la salle ici. On les salue de la main. Oh, et ils nous font des mouvements de yeux langoureux. La foule est en délire. La foule est en délire, effectivement. Il y a quand même 300 personnes à peu près ici en ce moment aux 12 heures ludiques. Et, Ça, c'est dingue, ça. ouais, ça, c'est quand même Très vraiment fun. cool. Bel Vraiment événement, bien organisé. Je veux pas dire ça de même parce que je veux pas que ça sonne trop mal, mais c'est un événement qui est classe. Tu sais, c'est un bel événement, c'est propre, les gens sont beaux, ça pue pas, il y a de la bouffe. Non, mais des Ben fois, oui, je suis d'accord que de s'aller à côté d'un joueur qui sent pas super. non, puis on a un peu ça gâche cet l'expérience, imaginaire de certains événements en région. Hein. Mais bravo, les gens de la région. C'est parfait. Franchement, C'est genre, c'est la région. Franchement. Eux autres sont la région à eux tout seuls. C'est une entité, genre. Ah, le Jeff il est comme, hey là, 80% de notre public vient de la région. On vous aime! On aime tout le monde. Maintenant, moi, je suis un gars de la Rive-Sud, fait que je peux pas vraiment parler. Ouais, c'est peut-être pire, en fait. C'est probablement banlieue, c'est pire, pire là, que- parce que tu sais, la région, au moins, ils ont leur propre identité. Ouais. Oh, et là, je vois Lola qui quitte les lieux. Donc, peut-être que le ludologue va commencer à être un peu nerveux. Mais c'est parfait. Donc, on te reçoit, Sylvain. Yes, pour, avec un sujet mystère. Oui. toujours, Ben, vous m'avez demandé de excitant. préparer un sujet, donc. Le gars, il y a 3 pages. Ouais, ben 2,5. Là. Ok, 2,5. 2,5, C'est c'est pas bon. 3 comme la dernière fois. Là. OK, check. Ah, on te laisse te lancer. OK. Puis nous, on va comme... Me couper, puis, Ouais, c'est ça, te couper, dire un parfait. peu de la merde quand tu parles, C'est puis bon. faire que ta chronique dure 1 heure. Parfait. Magnifique. C'est bon, j'avais prévu pour un 15 minutes, mais on peut étirer ça avec vous autres, j'ai confiance. On va tirer le plus possible. OK. C'est pas stressant. Donc, C'est bon. donc, le premier truc auquel j'ai pensé, c'est que je me suis dit, je pourrais juste faire la deuxième moitié de ma chronique de la dernière fois, où Les on jeux- parlait les films. des films de Les jeux. films et les jeux. Puis finalement, je me suis dit que j'allais garder ça pour une prochaine. OK. Et là, on s'en va complètement ailleurs. Nice. J'ai pensé à l'événement où on est aujourd'hui. Hmm, Aujourd'hui, c'est un événement bénéfice pour la Oui. sclérose en plaques. absolument. Et ça m'a amené le questionnement de l'accessibilité dans les jeux. Oh, bonne question. C'est quelque chose qu'on parle un peu de temps en temps. Les gens qui n'ont pas de bras, c'est plus difficile. Effectivement. Mais sérieusement, en fait, c'est une chronique qui se veut sérieuse. Oui, il faut. OK. Il faut. À balado ludique, tout est sérieux. Toujours. Mais j'avais confiance avec vous autres que vous alliez réussir à trouver une façon d'atténuer la sériosité de mon propos, si ça se dit. Et donc, j'ai fait des recherches sur les interwebs parce que je dois avouer que l'accessibilité en soi, c'est pas un sujet avec lequel je suis familier de base. OK. Donc, j'ai essayé d'en apprendre un peu sur ce qu'est l'accessibilité. Et ensuite, je me suis intéressé évidemment à l'accessibilité dans les jeux. Dans les jeux, oui, oui, absolument. Et donc, je pense qu'on va commencer par une petite définition très rapide. C'est quoi un jeu accessible? C'est quoi un jeu, entre guillemets, inaccessible? Donc, la définition que j'ai trouvée, c'est un jeu qui va nous permettre à tous de jouer, même si ces personnes ont des limitations, des besoins extraordinaires. Donc, c'est un jeu que tout le monde, peu importe la condition, si on veut, la situation, peut jouer. Alors qu'un jeu inaccessible, entre guillemets, c'est un jeu dont un élément, il suffit juste d'un élément, devient une barrière. Donc,
Ça peut être toutes sortes de choses. Donc, on peut penser, par exemple, à l'information présentée. Tu sais, le texte, est-ce que c'est écrit en grandes lettres, en petites lettres? Est-ce la couleur, des fois, parce qu'on sait qu'il y a des joueurs qui sont daltoniens. L'utilisation de symboles. Mais aussi, l'accessibilité par rapport à comment le jeu peut être manipulé. Tu sais, c'est des pièces qui sont toutes petites et qui sont difficiles à prendre. Oui. S'il y a énormément de matériel sur la table. Et finalement, l'accessibilité, ça inclut aussi les questions culturelles et de représentation. OK. Donc, des trucs comme par exemple, est-ce que dans le jeu, il y a des personnages auxquels on peut s'identifier? Dans le fond, c'est pas tous des blancs. Mais il y a aussi toutes les questions d'accessibilité financière. Est-ce que le jeu, il est un coût accessible pour les gens C'est large. Oui. Donc, c'est très, très, très large. Donc, devant comment je pourrais dire, ce rocher gigantesque, j'ai essayé de tailler des petits bouts. Puis on va regarder ça ensemble. Puis n'hésitez pas à... J'ai la langue en sang déjà. N'hésitez pas à m'arrêter pour rajouter des trucs. Donc, Oui. j'ai comme différentes catégories. En faisant mes recherches sur Internet, je suis tombé sur un site qui est vraiment, vraiment intéressant. Ça s'appelle Meeple Like Us. C'est Simon qui fait des saluts, évidemment. À la foule. On salue la foule. Oui, on salue la foule. Oui. On parle de Meeple Like Us. Meeple Like Us, en fait, c'est un site web qui a été développé par un chercheur universitaire en accessibilité. OK. Donc, Pour les jeux de table, spécifiquement. en fait, c'est sur l'accessibilité en général et il est spécialisé jeux de table. Il y a une quarantaine de publications à son actif, le monsieur. Donc, j'ai vraiment fait des recherches sur qui il était. Je vais le nommer d'ailleurs, Dr. Michael Iran. Et il est assisté par 2 autres universitaires. Donc, c'est un petit groupe de chercheurs qui travaillent ensemble à la question de l'accessibilité. Et sur leur site web, Meeple Like Us, ils ont listé près de 200 jeux modernes, donc des jeux qu'on retrouve ici, et quelques classiques. Et ils ont analysé pour savoir si c'était des jeux qui étaient accessibles à des personnes avec certains handicaps, limitations. Exactement, c'est ça. Puis l'idée derrière ça, c'est double. De un, c'est les joueurs qui ont des situations particulières peuvent aller voir cette liste-là et savoir que ce jeu-là, il n'est pas adapté pour moi parce que, justement, les visuels, les couleurs et tout ça. Oui. Ou bien, aussi, à développer des lignes directrices pour les éditeurs. Pour leur dire, regardez, pensez à ça quand vous faites un jeu. C'est tout bête, ça ne va rien changer à vous autres en termes de budget, mais si vous faites ça, vous allez rendre votre jeu plus accessible. Et donc, j'imagine, je ne veux pas te interrompre, mais le but, c'est pas nécessairement de rendre le jeu 100% accessible, mais c'est de prendre des jeux, mettons, en faisant, comme tu dis, des petites modifications, j'imagine, au niveau des couleurs, des textures, juste pour faire que le jeu est plus accessible. Exactement, c'est ça. C'est pas changer le jeu, c'est pas changer la nature du jeu, c'est juste de faire comme, regarde, si tu fais ce petit truc-là, le jeu, il y a plus de monde qui vont pouvoir y jouer. J'imagine que ça, c'est des recommandations qui sont applicables pour tous les éditeurs. A priori, c'est ça l'idée. C'est d'essayer vraiment de faire un petit guide. Après ça, je ne sais pas à quel point, je n'ai pas parlé avec M. Iran, mais je ne sais pas à quel point il a réussi à avoir du rayonnement. Mais quand je faisais mes recherches, je retombais quasi systématiquement sur ce monsieur-là. Sur ses articles à lui. Sur ses articles à lui, c'est ça. Autant sur BGG que sur des sites universitaires, là, Google Scholar, des trucs comme ça. Là. Donc, OK, cool. Donc, le monsieur, il semble être assez solide dans sa démarche. C'est ça. Et donc, si on rentre plus concrètement dans sa grille d'analyse... Oui, c'est ça qu'on veut, là. On veut du concret, là. J'ai fini mon préambule, là. C'est parfait, c'est magnifique. Donc, il a listé toute une série de critères qui analysent. La question, on a parlé des couleurs, le daltonisme, qui a séparé, c'est drôle, de l'accessibilité visuelle. Comme je disais tantôt, la taille des polices, par exemple, d'écriture, des trucs comme ça. Ça fait du sens. Parce que les couleurs, ça va pas juste nécessairement sur... le matériel qui est imprimé puis tout ça, c'est comme ça va au-delà de ça, ça va sur toutes les pièces. Exact. Il y a aussi la question de l'intelligence fluide, c'est la logique. OK. Ça prend quel degré de logique pour pouvoir jouer au jeu? Par exemple, on va s'entendre qu'un jeu de vitesse, ça ne demande pas le même niveau de logique qu'un gros jeu de gestion de ressources. Et il y a certaines personnes abstraits. Exactement, des jeux très abstraits avec aucun ancrage thématique. Donc, il prend ce critère-là aussi. Ça, par contre, c'est plus difficile de demander aux éditeurs, j'imagine, d'adapter. Effectivement.
Là, c'est changer un peu la nature du jeu. Mais justement, ça m'a amené ces questionnements-là qu'on pourra voir ensemble par la suite. À quel point est-ce qu'on peut modifier un jeu? Les questions de mémoire. Est-ce que le jeu se repose sur la mémoire ou l'information est toujours visible en tout temps? Parce que certains jeux, la mécanique, c'est de la mémoire. Donc là, à ce moment-là, c'est un peu difficile de changer. Mais il y a certains jeux qui font appel à de la mémoire, même si au final, t'en as C'est pas une mécanique. C'est pas une mécanique, c'est pas ça que recherche le jeu, mais tu te rends compte que la mémoire est essentiel ou très utile pour pouvoir bien performer. Tu sais, des trucs tout bêtes comme, par exemple, à Dominion, compter le nombre de cartes de points que l'autre a mis dans son deck. C'est pas une mécanique, c'est pas... tu sais, mais si tu le calcules, ça te donne un avantage sur l'autre joueur parce que tu sais il est rendu à combien de points. Absolument. Accessibilité physique, ça, on en a déjà parlé, donc avoir des pièces qui sont plus faciles à manipuler. Sinon, accessibilité émotionnelle, celle-là, je dois avouer que c'était été plus difficile à saisir, mais c'est plus peut-être dans les jeux sociaux. Dans les jeux de rôle? Oui, c'est ça, exactement. Dans les, c'est pas des jeux vraiment de stratégie froid à l'allemande, mais plus des jeux où tu as de l'interaction entre les joueurs. À ce moment-là, tu as toute la question de l'accessibilité émotionnelle. C'est à quel point est-ce que le joueur doit s'investir personnellement dans le jeu. On imagine, mettons, Secret Hitler où tu te fais traiter de nazi par tout le monde autour de la table. Exactement. Tu pas nécessairement avec des gens que tu connais ou tout ça. Ça peut comme juste affecter quand même un peu. C'est pas tout le monde qui a la même tolérance, si on veut, à ce genre d'expérience-là. Là. Exactement. Ou un Cards Against Humanity aussi. Ah oui, c'est choquant. C'est choquant. L'accessibilité socio-économique, ça, j'en ai glissé un mot tantôt. C'est que le jeu, il est à un coût raisonnable, si on veut. Il n'y a plus de jeux qui sont à des coûts raisonnables de nos jours. Et la question de communication, réussir à communiquer avec les autres autour de la table, est-ce que c'est essentiel de pouvoir parler avec les autres? C'est quand, par exemple, je suis muet. Oui. Puis est-ce que je peux jouer avec des gens qui ne ça connaissent veut pas dire la de langue convaincre des que tu n'es signes? pas un loup-garou. Oui, c'est ça, exactement. Dans un jeu de bluff, tu es un peu... voilà. Et donc, j'ai regardé un peu la liste des jeux selon ces critères-là. Et rapidement, il fait un système de notation avec des lettres et tout ça. Je n'entrerai pas dans le détail. Mais les pires jeux ont une note de 1,5 sur 5, puis les meilleurs ont 4,5 sur 5. OK. Fait qu'il n'y en a pas à 5. J'en ai pas vu à 5 dans sa liste. Peut-être qu'il en existera un jour, peut-être qu'il va y en avoir un, mais dans la liste que lui, il a fait de 200 quelques jeux. Et donc, juste pour le LOL, les pires, il y en a 2. Selon ces critères qu'on a vus. Vendredi. Ah ouais, OK. Vendredi. Friday. Oui. Freeze. Ouais. Un jeu que j'adore, mais un jeu solo. Un jeu solo. J'ai pas le détail du pourquoi, mais de ce que j'ai compris, c'est que, par exemple, le texte sur les cartes est un peu petit. Il semblerait que le thème est un peu limite. En tout cas, ça m'a suscité des questionnements, mais l'affaire, c'est que j'ai pas le détail. J'ai juste les lettres. Juste la note. Ouais, c'est ça. Ben, pour vendredi, je pense que c'est un jeu quand même un peu compliqué pour un jeu solo. Ça prend une certaine dose de logique. C'est vraiment pas facile aussi. Même le niveau le plus facile, il est vraiment pas facile. Puis il y a 4 autres niveaux de difficulté. Fait que tu peux... c'est dur de se mettre dessus. C'est dur. Il y a quand même une dose de hasard qui est assez élevée, mais le jeu est très le fun. Ouais, moi, j'ai eu du fun, mais ça fait longtemps que j'ai joué. Donc, c'est pour ça que c'est un peu flou pour moi de voir. Par contre, le deuxième qui est pire, et cela, je le comprends peut-être un peu plus, c'est Anabi. Ouais. Parce qu'il sollicite de la communication, il sollicite de la mémoire. Il faut que tu tiennes tes cartes dans l'autre sens, des couleurs. Évidemment, ça a été corrigé avec des symboles, c'est ça. Mais oui, c'est un jeu qui demande quand même beaucoup, alors que c'est un jeu tout simple, qu'on se dit généralement, hey, c'est facile, je peux montrer ça à n'importe qui. Notre docteur Iron dit que c'est peut-être pas le jeu idéal pour des personnes avec des limitations. Ça tombe rapidement. Même, j'ai joué à ce jeu-là dans des conditions où il y avait peu d'éclairage. C'était terrible. Ouais. C'était terrible. Donc, même peu d'éclairage, on n'est pas aveugle, là, on voyait, mais c'est juste de distinguer les couleurs. Même s'il y a des symboles, c'était pas facile. Là. Donc, je comprends bien pourquoi. C'est ça. Vendredi, je dois avouer que je sais pas trop, mais Anabi, je le comprends plus. Mais dans les meilleurs, Azul. Parce que les pièces c'est des grosses pièces quand même assez faciles à manipuler. Il y a des symboles sur les couleurs. C'est pas si difficile que ça à prendre. Tu n'as pas de mémoire sollicitée particulièrement. Tu as toujours toute l'information sur la table. L'information, le matériel est aussi accessible. Tu as un plateau devant toi. Tu n'as pas un plateau au milieu de la table. Il faut que tu aies plein de matériel partout. Mais dans les autres, on a Carcassonne aussi. Et des trucs plus drôles comme Concordia ou Blood Ball. Ah, Blood Ball ou Blood Ball Card Manager? Blood Ball. OK. Mais c'est des petites figurines, c'est facile à prendre en main.
Mais c'est ça, mais il y en a beaucoup plus qui sont à 4.5. J'en ai listé quelques-uns ici que je vous ai donnés, mais il y en avait vraiment, vraiment plus. OK. Et là, je me suis amusé. Je suis allé chercher vos top 100 Oh, non! et j'ai sorti votre top 10 seulement. Donc, j'ai pris votre une dernière chronique du top 100, du top 100. Top 100. Et j'ai regardé quel jeu était dans vos top 100. Laisse-nous essayer de deviner. Tu les as là. fait évaluer, genre. Et j'ai sorti par leur rapport à évaluation. lui. J'ai pas fait évaluer. Je suis juste sorti de Ceux sa qui étaient liste. dans la liste. Ceux qui étaient dans la liste. Ok. Donc, il y a 5 jeux au total de vos deux listes mis en commun. Donc, dans Ok. le fond, 20, là. sur vos 20 jeux, il y en a 5 Qui étaient dans la qui liste. étaient dans la liste analysée par Dr. Parfait. Iran. OK, tu vas nous laisser deviner, hein? Si vous voulez. Ben oui. Là, moi, je vais essayer de guesser, là. Donc, je vous dis le jeu, puis vous me dites la note Ouais. sur... Ouais. OK. Donc, je commence par les jeux de GF parce que c'est lui que j'ai en premier ici dans ma... voilà. Donc, Twilight Struggle. Oh, moi, je dirais que c'est un genre de 3.5. J'irai avec 3. Ouais. Il l'a mis à 4. Ah, quand OK, même. ouais. Il y a eu un... parce qu'il note avec des lettres. Il y a eu un F en mémoire. Ah, OK. Parce qu'il faut que tu saches les cartes Les qui sont cartes, toutes les cartes peuvent sorties. sortir, Il faut que tu ça. connaisses toutes aussi. C'est tu sais, ça. Si tu veux vraiment Exactement. optimiser. Par contre, un A en accessibilité par rapport aux couleurs. Oui, OK. Le jeu, semblerait, pour les couleurs, il n'y a aucune Parfait pour les façon de se, daltoniens, de ok. se mélanger. OK. Nice. Ben, ça me surprend un peu quand même, là, parce que ça reste pas un jeu si accessible que ça. Mais je pense que c'est à la accessible base. pour un gamer, tu sais, qui aurait Non, puis tu sais, peut-être... c'est pas un jeu c'est qui est ça. si cher, c'est pas un jeu qui est... Mm. Parce que j'imagine que le niveau de logique puis tout ça est comparé au niveau du jeu. Ouais, Je peux pas j'imagine, croire c'est ça. qu'ils comparent Cards Against Humanity avec Twilight Struggle, puis il y en a un qui est plus accessible que l'autre. là. J'imagine que c'est toute proportion gardée de ce qu'est le jeu par rapport au pool de jeux qui existe. Par contre, si tu as vécu la guerre froide, c'est sûr que émotionnellement, ça peut être Mm. difficile. là. Ouais. Fait qu'en tout cas, ça serait à voir, là. Ça, je me souviens pas. J'ai pas pris en note chacune Ok, des c'est bon. caractéristiques, chacune des lettres qu'il donnait. J'ai pris ceux qui étaient plus intéressants. Terraforming Mars. Ouh, moi, d'après moi, ça, c'est 4.2. Twilight Struggle à 4. Est-ce C'est que mieux. Terraforming Mars est vraiment mieux? Ben oui, les symboles sont tellement parfaits, les cartes se manipulent Je vais mettre bien. Effectivement, c'est 4. Oh, Il y a quand même quelques points faibles, notamment, il n'y a pas eu de F de mémoire, mais des points faibles dans l'intelligence fluide, la logique, on s'entend, et dans l'accessibilité physique, plein de petites pièces. Et nous-mêmes, quand on joue, des fois, on bouge le ouais, board. c'est puis à ça- cause qu'ils jouent pas avec le truc en plastique Ouais, que c'est tu mets ça. par-dessus. Mais ça vient pas dans le jeu. C'est vrai. Ça vient c'est pas dans vrai. le jeu. C'est vrai que ça, c'est Absolument. terrible. J'avais oublié qu'il n'y avait même pas ça dans le jeu original, tellement que je pense à ce jeu-là avec ça. là. Ouais, c'est ça. C'est vrai, j'aurais sûrement donné Toi, 3.5. tu fais partie de là. l'élite du jeu qui a tout le matériel qui Non, non, accompagne moi, bien. j'ai chacun. investi dans mon Terraforming Mars. Sinon, innovation. Oh, ça doit être dur. Innovation, d'après moi, ils ont la Faut- logique. Il faut savoir que c'est la version anglaise qui est analysée. Ouais, Donc, celle la avec les belle. visuels belle brun, version. là. Moins belle, c'est ça? Innovation. Ouais, ben moi je trouve que cette version-là, peut-être la logique, il va perdre un peu parce que c'est un jeu qui a un degré de langage qui est très élevé. Mais sinon, le reste, c'est juste des cartes. Hein. OK, un peu difficile à manipuler. 3.7. Je vais donner 3. 4.5. Oh my God. Boum, boum, boum. Dans c'est un peu étonnant. dans ses points forts, c'est qu'il est vraiment pas cher. Hein. OK, ouais. Donc, c'est accessible à plus de gens. Et Ouais. Pauvre personne qui achète ça. Ouais. Et Ah, j'ai ça a vu- l'air le fun. j'ai vu qu'il avait souligné qu'il y avait une représentation égale homme-femme. hein, Parce que dans les cartes de la OK. version anglaise, tu as exactement le même OK, nombre cool. de chacun. Là, C'est j'avais un, truc, plus c'est un truc de la gauche diversitaire, ça. Là. universitaire. OK, c'est bon. C'est la même chose, non? Je me prononcerai pas là-dessus, Simon. OK. Seasons. Ah, Season, ça, c'est un 4.5 aussi. 4.5. C'est vrai qu'il est assez clean. Il y a pas mal... Il y a des symboles Il y a pas mal de surtout. symboles, par Il est pas contre. très compliqué. Non, c'est un 4.5, ça. Je vais mettre 4. C'est Jeff 4. Hein? Shit! Ouais. Moi, il y a une bonne note générale. C'est les gros dés, Ouais. faciles à manipuler. Les cartes, c'est assez clair. Il y a des symboles et tout. Donc, globalement, c'est
C'est assez accessible. Et finalement, le dernier, en fait, j'aurais dû laisser Terraforming pour la fin, parce que ça vous excite plus, ce jeu-là. Castles of Burgundy. Ouh, ça m'excite. Moi, je dirais 1. Non, j'adore ce jeu-là. Attends, mon top 10, Je te là. rappelle Ah ouais, que tant le que ça. pire, c'était 1.5, puis c'est vendredi Ah, ok. Pianabi. Là. OK, ben 2. Parce que, je veux dire, ce jeu-là, j'ai joué avec... J'ai un des jeux que j'ai le plus joué, en fait, dans ma vie. Et un de mes amis est daltonien. Puis en fait, on a joué, je sais pas, 20 parties ensemble. Puis à chaque fois, il connaissait... Il était incapable de reconnaître les tuiles. Incapable Ok. de reconnaître les tuiles. Elles sont tout petites, sont difficiles à manipuler. Le jeu est compliqué. Ça te fend le cerveau en 4 quand tu joues. Moi, je dis 2. Je vais dire 3. Il a mis 4. Hein? Oh, Elrond! Elrond! Qui es-tu? Elrond! C'est quoi son problème? Dans tous les cas, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur Meeple Like Us. Ouais, allez unliker ce site. Mais je dois avouer que moi aussi, j'ai eu des surprises, mais en même temps, je me dis, le gars, il connaît clairement plus son sujet que moi qui est en train d'apprendre en même temps que je lis sur son site web. Tu sais, des fois, les universitaires, ils comprennent pas ça, les jeux. Là. Ouais. Ben, c'est pour ça que je suis allé ailleurs. Hein. Oh, 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 oui. Je suis allé sur un blog, une blogueuse twitcheuse qui a une dystrophie musculaire Ok. et une scoliose et qui commente des choses geeks, donc des séries, des livres, des films et qui prend ces différents produits geeks, si on veut, œuvres geeks, et les analyse sous le regard d'une personne handicapée comme elle. OK. C'est quoi son nom? Est-ce que tu l'as? J'ai juste le nom de son blog, son blog, ouais. de Geeky Gimp. OK. D'ailleurs, le mot GIMP, qui est un terme péjoratif, justement, elle a dit qu'elle se le réapproprie en l'utilisant comme ça. Petite parenthèse. Donc, elle a fait une liste de 6 problèmes majeurs qu'elle a par rapport à l'accessibilité dans les jeux de société. Puis pour chacun des problèmes, elle propose une solution. Cool. OK. Donc, un de ces premiers problèmes, c'est l'information cachée. OK. Parce que si elle doit cacher de l'information, c'est difficile pour elle étant donné ses limitations physiques. Donc, elle dit que les jeux qui ont des paravents, c'est super. Avoir un porte-cartes sur lequel poser OK. des cartes, tout Ouais. simplement, plutôt que de tenir des cartes en main, En main, ouais. ça l'aide énormément. Elle dit aussi que toutes les cartes d'un jeu, par exemple un petit jeu de bluff comme Love Letter, une petite carte qui rappelle chacune des cartes Ouais. du jeu, puis qui te permet en fait d'avoir toute l'information qui est connue de tous, plutôt que de tout avoir dans la tête. C'est des petites affaires comme ça qui l'aident beaucoup, beaucoup. OK. Cool. Deuxième qu'elle a noté, c'est des mécaniques avec de la dextérité. Oui. On s'en doute. Ça va être On compliqué, peut ouais. imaginer. Euh, Dungeon Fighter. ouais, c'est ça. C'est, par exemple, elle arrive quand même à jouer à Captain Sonore. OK. Ouais. Puis son exemple, c'est dans Captain Sonore, quand tu répares ton vaisseau, quand tu fais surface, pas ton vaisseau, mais ton sous-marin, tu fais surface, il faut que tu encercles une zone sans dépasser, puis tu mets tes initiales, puis tout le monde doit faire ça le plus vite possible. Mais ce qu'elle suggère, c'est de trouver une autre chose qui demande autant de temps, mais que la personne peut faire. Comme par exemple lui demander de compter jusqu'à 30 ou un truc comme ça. Tu sais, trouver une façon de détourner. OK. Ah, c'est quand même pas une mauvaise idée. En fait, tu prends un peu la moyenne de qu'est-ce que les gens prennent comme temps, puis ouais. C'est ça. Sinon, les jeux en temps réel, en général, ça peut être très compliqué de réussir à être aussi efficace parce que les jeux en temps réel mis sur le fait que tu es rapide, puis que c'est ça, que tu fais tes trucs dans un délai précalculé. L'éditeur s'est dit que tu as 10 minutes pour faire ton truc, ben c'est que c'est faisable en 10 minutes, mais c'est faisable pour quelqu'un qui n'a pas de limitation. Ouais. Donc, elle, en fait, ce qu'elle suggère, c'est que les éditeurs proposent des alternatives comme, OK, ben, tu as tant de tours pour faire la même chose, tant de tours de table. Donc, au lieu de faire tant de minutes, tu peux faire tant d'actions dans ton 10 minutes en vrai. Dans un jeu normal, tu peux... Mais d'ailleurs, il y a plusieurs jeux real-time Ouais. qui proposent une version qui n'est pas nécessairement pour ça, mais la version comme débutant, Mhm. qui va se jouer tour par tour. C'est hein. ça. Fait que ça serait possible dans beaucoup de jeux real-time de le jouer comme ça. Il y en a Exactement. qui ça serait pas possible, mais il y en a plein que ça serait possible. C'est ça. Puis c'est de calculer, en fait, dans le fond, quand tu fais jouer des joueurs, ils arrivent à faire tant d'actions dans le 10 minutes. Ben, si tu joues facile, tu peux dire que tu as plus d'actions que ça. Si tu veux jouer plus difficile, tu as moins d'actions que ça. Puis tu arrives à équivaloir un peu cette notion de limitation. Ou bien, c'est de trouver des rôles qui ne nécessitent pas de faire des actions en vitesse. Ouais. Puis dans le fond, c'est quelqu'un qui supervise le groupe, qui dit « Ah, faites ça, faites ça ». On sent le capitaine dans Capitaine Sonore. Genre,
Exactement. Le capitaine qui a pour travail juste de donner les directions ou des trucs comme ça. Donc, pour elle, c'est des façons pour elle de pouvoir jouer sans être limitée, justement par ces questions de temps réduit. Sinon, les jeux qui ont beaucoup de pièces de jeu. Ouais. De un, ben, c'est que ça fait plein de trucs partout, beaucoup d'informations à traiter, mais c'est aussi que ça fait plein de choses sur la table, c'est Que tu peux tirer, aller t'accrocher chercher, dedans, c'est ça, puis, tout faire ouais, tomber, puis voilà. Quand on n'a pas nos plateaux de terraforming. Ouais, c'est ça, c'est plus difficile. Donc, un truc tout bête, elle dit d'utiliser les petits supports de cupcake en silicone. Ben, c'est Ouais. parfait. Mais ça, on voit beaucoup de gens qui l'utilisent même Ouais. sans avoir de limitation quelconque. C'est un outil de gamer maintenant très répandu, en fait. Oui, non, c'est ça. C'est très pratique. Ça arrange le jeu facilement aussi. Ouais, très cool. Mais c'est spécifié aussi en silicone parce que c'est mou, c'est ça. ouais. Exactement. C'est plus facile pour l'appréhension. Ouais, si tu tombes sur la table, ça fait moins mal. Puis sinon, des trucs... Quoi? C'est juste ça de même. Check là, je me retiens depuis tantôt. Non, mais tu peux y aller, Simon. Il n'y a pas de problème. Là. Non, c'est correct. Je te sens depuis tantôt. Tu as tellement envie d'envoyer des cracks. Aïe, 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 aïe. Je me demande à quel point on peut être politically correct et tout ça, mais tu sais, je mets dans le temps. Les gens aimeraient ça qu'on rie un peu de ça. Ben oui, mais non? c'est ça, tu sais, comme je dis, son nom, c'est de Geeky Gimp. Puis Gimp, c'est Ouais. un terme péjoratif. Tout est de la façon de le faire et de le dire, là, je pense. Avec élégance. Exactement. On peut rire de tout. Sinon, l'autre chose, il y a plein de trucs, des fois, que tu comptes avec des pions. Tu sais, quand tu as 3 pions, c'est que tu as une valeur de 3 pièces et tout ça. Mais remplacer ça par des pistes ou bien par des roulettes. C'est Ouais. du con, mais ça réduit énormément la quantité de manipulation à Je pense faire. par les roulettes, c'est vraiment Ouais. une bonne idée. Puis même pour les joueurs en général, je Ouais, trouve que oui, c'est une oui, bonne Vraiment idée. le fun, tu sais. les roulettes. Il n'y en a pas assez Ouais. dans les jeux. Ouais, non, mais tu sais, en t'avoir comme 150 cubes de 3 couleurs différentes ou 3 roulettes, peut-être qu'il y a certains éditeurs qui pourraient même sauver de l'argent avec ça. Là. Effectivement. J'ai trouvé que ce truc-là était juste logique. là. Ouais. Plus en fait même que les pistes, je dirais. Parce que les pistes, ça peut quand même être. Tu sais, il suffit que tu accroches ta Ouais. piste pour perdre tout le compte, là, mais Ou tu avoir fais, ta roulette. ou tu fais des trucs creux comme à la Ouais. site. Là. Ouais, exact. Ça peut être possible aussi. Ouais. Mais oui, effectivement. Puis la piste peut être loin de toi, donc si tu as besoin de consulter l'information souvent. Ça peut être difficile. Ouais. Un autre problème qu'elle a, c'est des jeux qui nécessitent de l'espace. Donc, tu sais, un gros plateau de jeu. Elle préfère, elle, que ce soit plein de petits plateaux plutôt qu'un gros plateau. Comme ça, tu peux agencer. Tu peux les bouger. Tu peux les bouger comme Selon ça. la tu sais, grosseur de ta table. Ou, Exactement. si ta table est ronde ou rectangulaire. c'est ça. ou- Mais aussi juste le fait que, tu sais, j'ai besoin de jouer avec ce plateau-là qui se retrouverait sur un grand plateau à l'autre bout de la table. Ben, quand j'ai besoin de traiter avec, on peut me le passer, tu sais. On s'entend que tous les jeux devraient venir avec un Lazy Susan. Là. Tu sais, le Lazy Susan, les trucs qui tournent au centre de la table. Ah, là. ouais, ouais. La table qui tourne. Ouais, sur une une table table, qui là. tourne. Ouais, c'est ça, exact. Tu veux ça. là. Ben, tu me fais penser à un ami qui voulait commercialiser une table de Dominion avec, tu sais, genre un peu creusé pour mettre les decks puis tout ça. Tous les ouais. espaces pour mettre les Oui, je cartes. l'avais dit, ton projet est vraiment cool, mais je sais pas combien de personnes vont. Ouais, ça, parce que Dominion. ben, c'est que c'est spécifique à un jeu, tu En sais. plus. Ouais. La moitié des gens qui nous écoutent savent même plus c'est quoi Dominion. Ouais, c'est ça. C'est un jeu dans le temps, là. C'est le premier deck building. Moi, je vous le dis, j'ai joué à ce jeu-là. Sinon, un autre truc par rapport aux jeux qui nécessitent de l'espace, prendre des photos du jeu pendant qu'elle joue. OK. Par exemple, à expliquer qu'elle joue à Codenames, c'est difficile des fois d'aller voir les cartes et tout. Mais il y a un ami qui prend photo la grille, puis là, elle regarde son téléphone, puis elle a exactement la même information que les. Dans le les fond, tu sais, à un certain point, cette fille-là, elle donne des bons trucs pour tout le monde. Ouais, c'est aussi, ça, là. C'est juste c'est ça. vraiment futé, C'est là. génial. Ouais, très cool, OK. Puis, l'autre truc avec lequel elle a discuté, c'est les mécaniques qui reposent sur du visuel. On parle pas juste des couleurs, mais des formes des pièces, on en a déjà parlé tantôt. Mais elle parle aussi des règles. Avoir les règles en audio. Tu sais, on sait qu'il y a beaucoup de YouTubers qui font ça maintenant, expliquer les règles. vidéo, Mais tu sais, si les tout ça, éditeurs ouais. pouvaient comme... Juste sortir un fichier audio, des règles. Exactement. Tu mets ça en Google Translate. Elle dit puis, au pire un PDF, parce qu'au moins que le PDF, elle peut zoomer puis mieux voir Ouais. l'information. Elle dit, dans l'idéal, du braille. Hein. Ça serait... Ouais. Ouais. Mais... Mais les règles sont pas mal tout le temps disponibles en PDF. Ça là, se dans le trouve, sens que mais- généralement, tu peux les trouver. c'est pas tous les éditeurs qui les donnent non plus. On sait qu'il y en a qui préfèrent ne pas les distribuer, mais tu peux les trouver. Mais elle, ce qui serait cool, c'est quand tu ouvres ta boîte, tu as un petit code ou un, puis tu peux aller le chercher facilement et rapidement. Au lieu d'aller sur BGG dans le fichier puis C'est tout, ça. là, d'avoir vraiment l'éditeur qui te C'est ça. l'offre. là. C'est ça. Donc,
c'est ça un peu, ces différents conseils. Puis exactement la conclusion que tu donnais, Simon, c'est ça, celle à laquelle j'étais venu. C'est des conseils qui sont vraiment comme bons pour tout le monde, finalement. Là. Exact. Donc, éditeurs qui nous écoutent. Mais ça, à un certain point, même, la plupart des conseils que tu as donnés, que je trouve qui sont vraiment pertinents et intéressants pour tout le monde, et encore une fois, c'est les conseils, c'est plus des hacks de joueurs qu'un travail d'édition. Ouais. Mais ça, je trouve ça cool aussi de voir ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est important que les joueurs s'approprient leur jeu. Là. Puis ça, je pense que c'est plus large, à mon avis. Tu sais, quand tu joues à un jeu puis qu'il y a une règle que t'aimes pas, qui fonctionne pas, puis tout le monde est d'accord. Tu la changes! Non, mais c'est ça, mais c'est vrai, puis c'est correct, tu sais. Le but, c'est que tout le monde autour de la table ait du fun, là. Oui. Je vois Jeff qui est pas sûr. Jeff, les Hey, house approuve rules. pas ça en plus. Le Simon aussi, il va embarquer là-dessus. Oh, Dans change Acquire, les il n'y a règles. pas d'échange entre les joueurs, OK? Quand Je c'est le dis plus à le tout le fun, on monde, les là. laisse, là. Il n'y a Ben, pas d'échange entre les joueurs et ça rend pas ça le plus fun. Pour moi, à mon avis, il faut pas que ce soit débattu pendant la partie. Il faut que ce soit d'un commun accord. Genre, il y a cette règle-là, on l'enlève, tout le monde est OK. Puis Ouais, c'est voilà. comment encore on joue plus. Non, mais en fait, moi, mon truc, c'est quand j'explique les règles aux gens, ben, je leur explique mes house rules comme si c'était des vraies règles. Ah, c'est ça. Ça, ça m'a pris plusieurs games avant de comprendre que c'était pas dans les Avant de règles. découvrir c'est quoi le vrai jeu. Ouais. tu sais. Avant de savoir qu'il n'y avait pas aucun échange dans Acquire. Ah ouais. Alors que genre 1 heure dans la game, on pensait à juste comme. Donc là, négocier. Simon a pas juste hacké le jeu, il t'a hacké toi, là. Il t'a hacké le cerveau, là. Je fais ça. Ah, ben là, à chaque fois qu'il me présente un jeu, je check dans les règles pour être sûr qu'il n'y a pas d'échange. Ah, c'est bon, ça. C'est une bonne technique. Je vais le savoir maintenant quand je vais jouer avec Simon. Hein. Surveille tes règles. Mais tout ça pour dire que j'ai fait d'autres recherches. Et là, Oui. je suis tombé sur des trucs un peu... des recherches un peu moi-même, puis j'espère que vous allez pouvoir contribuer. J'ai essayé de penser à des jeux que quand tu ouvres le jeu, tu fais comme « Hey, c'est cool qu'il ait pensé à ça pour les personnes qui ont une limitation. » J'ai essayé de penser à quelques trucs. Tu sais, je pense par exemple aux aventuriers du rail. Toutes les rails, si on veut, sur la carte, il y a toujours un symbole avec la couleur. Ouais. C'est un des premiers jeux dans lesquels j'ai vu ça personnellement. Là, c'est un jeu qui remonte quand même pas mal. Puis c'est rendu presque une norme maintenant d'avoir Rendu des une symboles norme. à côté des couleurs. Mais tu Ouais. vois, quand tu as parlé de ton sujet de limitation, j'étais comme. Ben, à part le colorblind, il y a quoi, tu sais, à part les. Fait que c'était super intéressant de voir tout ça, mais c'est parce que c'est un concept qui est déjà quand même assez intégré. Ouais. Tu sais, les éditeurs, ça fait longtemps là, Ouais. qui Je pense pensent que à les ça. couleurs, qui puis pensent, ça, c'est celui qui est le plus travaillé, selon Ouais, moi. c'est ça. là. ouais. Puis c'est- Mais j'essaie de réfléchir à d'autres jeux, puis j'en ai pas vraiment trouvé. Si on exclut évidemment la notion, tu sais, pour les daltoniens, tu sais, des jeux Ouais. qui pensent. Pense à ça. Ouais. Ben, j'ai pensé à. C'est un peu de la triche, mais Nyctophobia. Je connais pas ça. C'est sorti il y a genre 2 ans, si je dis pas de bêtises. C'est un jeu, en fait, où le thème est un peu funky. là. Il y a un tueur en série qui pourchasse des gens dans une forêt. Ah, Donc, c'est émotionnellement non accessible. là. Ouais, mais là, on parle pas de ce genre d'accessibilité-là. En fait, c'est que tous les joueurs sont dans la forêt pendant la nuit. Donc, ils ont les yeux fermés, les yeux bandés. OK. Et ils doivent toucher le plateau, tout ça, pour trouver leur chemin. Alors que le tueur en série, lui, il voit puis il change le plateau, tu sais. Puis il est en train de les cerner dans la forêt. C'est la mécanique du jeu, c'est ça. Donc, tu peux jouer avec des gens qui n'ont pas de... Qui ont des problèmes de vision. Ouais, c'est ça. OK, ouais, j'avoue que c'est cool, mais en même temps, c'est presque, tu sais, c'est pas comme s'ils voulaient faire un jeu Ben, pour c'est ça. les gens C'est qui, ça. qui des aveugles, tu sais, c'est C'est plus comme ils ont mis ça. Mais j'essaie de penser ensuite à des jeux, j'en ai pas qui me sont venus en tête, mais des jeux, j'en ai vu, dont les tuiles sont gravées, par exemple, à l'intérieur, ce qui fait que quand tu touches, tu sais, je pense au Scrabble, là, mais c'est quoi? Ouais. Mais quand tu touches la tuile, la lettre, elle est creusée, donc tu peux, en touchant... Savoir c'est quoi la... La lèvre. Mais en plus, encore là, tu sais, tu parles de ça, souvent, ça va être plus une question de luxe que Ouais. d'accessibilité, puis ça le devient un peu par défaut, là. C'est exactement ça que j'ai trouvé. J'ai trouvé des sites qui font des versions de jeux pour personnes avec des problèmes de vision. OK, ça, c'est cool. C'est très cool, mais sauf que souvent, ça devient pas mal plus cher. Tu sais, j'ai trouvé, par exemple, puis là, on est beaucoup dans des classiques, mais tu sais, des jeux de dames pour non-voyants avec... Dans le fond, j'imagine une lettre en braille sur chacun des couleurs. Ben, le jeu de dames, tu sais, c'est ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont creusé le plateau. Ouais, OK. Donc, tu as les trous pour mettre les pièces. Donc, tu sais, quand tu manipules, tu peux pas juste tout virer tu sais, en faisant une petite erreur. Et les pièces sont carrées ou circulaires, OK, tout simplement. OK, ouais. Puis plusieurs adaptations comme ça. Un Monopoly en braille, 100 C'est quand même pas si Ouais. cher, mais c'est sûr que c'est Monopoly. Mais en fait, Monopoly, c'est pas le Monopoly. Ah. C'est un plastique que tu mets par-dessus. Ah, c'est comme un hack Le de ton plateau, Monopoly, OK. C'est ça. Puis les cartes sont toutes en braille. OK. OK. Fait que c'est pour le truc en plastique puis les cartes. en réalité. C'est ça, Puis il faut exactement. que t'aies déjà un C'est ça. Monopoly. C'est Ah, ça. Monopoly, ça coûte 5$. Ouais, c'est ça.
Mais La sinon, j'ai valeur, trouvé là. beaucoup de jeux en braille. On s'entend. Des adaptations, là. C'est ça, c'est des tu sais, bananagrammes en braille, hein. Ouais, OK. Des jeux de bingo en braille. Hein. Le Puissance 4, OK. les pièces pleines, pièces avec trous. Ah, ouais. OK, c'est pas pire. Tu sais, ça, une c'est bonne tout idée. bête. Hein. Ouais, ouais. Pensez à des dés creusés avec des points qui ressortent. Tu sais, comme ça, tu peux toucher les Ouais, faces au des lieu dés. qu'ils soient creux, des fois, c'est plus facile quand c'est des points, Ouais, mais c'est là, ça Ouais, va mais débalancer marche tes pas, dés. ça. De quoi? Ben, tu peux pas mettre un relief sur un dé quand tu le lances. Ben, c'est ça, c'est pour ça que le dé est un peu creusé. Les coins Ah, ressortent ok, un peu. ok, ok. Puis le centre, Ça te fait, c'est ça, est ça te fait creusé, un. puis c'est là que tu as le point. C'est ça, exactement. Ah, ok, ok. Bonne idée. Donc, comme ça, évidemment, le dé peut Ouais, tomber. je sais comme ça marche Ouais. pas. là. Peut-être que ça débalance le dé ensuite, ça, je sais pas. Je suis pas spécialiste en dé, mais en même temps, les trous sont creusés sur les dés. Est-ce que ça les débalance? Hein? C'est sûr. Ouais. Je suis sûr que tu as déjà analysé ça, Simon, après avoir analysé tous les sabliers du monde. Là. Je sais pas, en fait, j'ai des pages de stats sur les dés, puis en fait, avec un de mes amis qui est un mathématicien assez avancé, puis j'ai jamais compris les calculs qu'il m'a expliqué, en fait. Ouais. Pour savoir, comme quand tu roules 6 dés, combien tu as de chances d'avoir le même chiffre sur toutes les... En tout cas, tu sais, j'ai jamais pu comprendre exactement la nature des calculs. C'était compliqué. Ouais, non, C'est je pas me doute accessible, bien. Hein? ça, c'est pas Ouais, c'est Non, pas accessible c'est du tout. là. accessible, ça. Mais sinon, tu sais, j'ai vu des jeux de cartes avec juste des lettres, pas les lettres, mais les chiffres et les lettres Géant. géants sur la carte, tu sais, pour aider ceux qui ont une limitation. Puis sinon, ben, il y a un site, 64 Ounce Games. Ils reprennent des jeux d'aujourd'hui, des jeux auxquels on peut jouer nous autres, là, pas des vieux trucs. Ouais. Et ils font des kits que tu achètes et que ça devient accessible pour des non-voyants. C'est d'abord, tu modes ton jeu. Tu là. modes ton jeu. Puis là, ben, Hmm. Cards Against Humanity, Pandémie, Dominion, on en parlait tantôt, For Sale, Taboo, Snake Oil, OK, Coup, nice. Anabi. En tout cas, il y en a plein. As-tu des genres de sleeves? T'as-tu vu un peu c'était quoi? Malheureusement, ou- c'est pas très clair sur le site. OK, OK. J'ai fouillé un peu puis j'ai pas réussi à saisir exactement, mais il semblerait que c'est vraiment un truc pour modder, comme tu dis, pour rendre le jeu accessible à des non-voyants. Puis sinon, dernière chose, là, on sort un peu du jeu de société. Je suis tombé sur... mais ça peut être pratique pour l'univers du jeu de société. C'est un site web qui s'appelle Game Accessibility Guidelines. OK. C'est pour le jeu vidéo Ouais. en premier, mais je crois qu'il y a des développeurs de jeux de société pour des créateurs, des éditeurs. En fait, c'est un site collaboratif, donc je ne sais pas s'il est open source, mais il est ouvert, qui a été fait par des studios, des spécialistes et des universitaires qui sont vraiment assis ensemble. Ils ont fait ce qui se veut être un guide de référence pour éviter au maximum d'exclure des joueurs. Donc, c'est ça, Game Accessibility Guidelines. C'est des gens qui sont mis ensemble et se sont dit que ce serait cool de rendre les jeux plus accessibles. Puis, ils ont listé des critères, donc les contrôles, le moteur, cognitif, la pensée, la mémoire, traiter l'information, la vision, l'ouïe, la parole. Puis, il y a aussi des critères généraux. Puis, pour chacun, vraiment, ils ont mis comme des degrés. Tu sais, basique, genre, fais-le, là. Tu sais, c'est pas Ouais, compliqué. C'est ça, ça changera rien, mais ça va aider les gens qui ont certaines C'est ça. limitations. Jusqu'à un niveau beaucoup plus avancé. Tu sais, par exemple, basique, c'est juste comme pense à faire des niveaux de difficulté dans ton jeu, tu sais, que l'intelligence artificielle est plus facile, plus difficile, à des trucs avancés du genre fais tester ton jeu par à peu près toutes les personnes qui ont des limitations différentes pour voir. Ouais. Donc, c'est ça. Mais c'est super intéressant de voir que ces ressources-là qui existent aussi. Puis je regardais rapidement, puis c'est vraiment les studios, c'est des studios qu'on connaît, là, genre BioWare, des trucs comme ça, des OK. gens qui ont travaillé dessus. Là. Donc, c'est une initiative que je trouve intéressante. Ça sort un peu du jeu de société, mais Non, mais ça rentre dans l'idée. Puis, tu sais, la question pour moi là-dedans, puis j'ai pas vraiment la réponse nécessairement, mais c'est à quel point est-ce que des efforts doivent être déployés pour ça? Tu sais, je dis pas qu'il faudrait pas le faire, je dis pas qu'il faudrait le faire à 100%. Je pense que les éditeurs ont une responsabilité en termes d'édition. Ça veut dire que, justement, s'assurer qu'il y a une couleur avec un symbole, s'assurer que les textes soient écrits de la bonne taille. En fait, récemment, j'écoutais justement 2 podcasts sur l'accessibilité des jeux de société. Fait que ça tombe quand même bien. ben là, c'est quand même drôle. ben tu sais. vas-y, Simon, dis-moi ce que tu as. Un des points que je trouvais quand même intéressant, c'était le fait que les gamers, dans le sens que, tu sais, il y a, mettons, 10 ans, il y en avait pas... Il y a 20 ans, il n'y en avait pas tant des gros gamers, mais ça commençait, tu sais.
Fait que ces gamers-là, qui a 20 ans, ils ont commencé, ben, ils vieillissent de plus en plus. Ça veut dire qu'en ce moment, des gros gamers de 70 ans, il y en a plus ou moins. Je dis pas qu'il y en a pas, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais dans 15, 20 ans, il va en avoir beaucoup des gamers de 70 ans. Puis les cartes avec du petit texte dessus, les plateaux qui prennent des grosses tables où il faut que tu te lèves pour aller chercher ta carte de l'autre côté, ou tu sais qu'il faut que tu regardes un plateau qui te donne le détail des points plus loin. Tout ça, c'est des règles d'accessibilité qui, dans le sens, tu sais, on parle, mettons, les non-voyants, tout ça, je ne veux pas dire que c'est moins important, mais c'est plus une minorité. Alors que quand tu penses à une population de joueurs vieillissants, bien là, ça va être une grosse partie de tes joueurs qu'il va falloir que tu accommodes, puis que tu ne pourras pas dire, OK, ben là, tu vas aller piger tes cartes, il va y avoir 6 cartes visibles de l'autre bord de la table, puis il va falloir que tu les piges parce que tu peux même pas les voir de loin parce que ta vision est moins bonne, puis ta mobilité générale est moins bonne aussi. Donc, je trouvais que ce côté-là était vraiment intéressant parce que c'est vrai que là, ça amène à repenser le jeu et j'imagine que des designers même vont commencer à penser à ça en faisant leur jeu. Donc, ça, c'est la responsabilité du designer versus celle de l'éditeur. Ouais. L'autre truc qui était intéressant, c'était pas exactement sur l'accessibilité, mais c'était une fille qui, elle, fait des jeux qui sont exclusivement faits avec de la bouffe. OK. Et ça Je sais l'amène... pas où on s'en va, mais OK. non, mais elle fait des jeux, c'est juste de la bouffe, en fait, ces jeux. Fait que ça l'amène plein de questions d'accessibilité. Premièrement, si t'es allergique aux peanuts, puis que dans le jeu, il y a des peanuts, ben c'est quand même dangereux, tu sais. Et là, elle parlait, ça avait l'air vraiment spécifique, mais elle a dit, elle était étonnée de voir à quel point il y a des gens qui ont des... des allergies, non, des allergies, oui, ça, particulières, elle pouvait s'en douter, mais des problèmes de gustatifs. Ah ouais. Dans le sens qu'il y a les non-voyants, il y a les malentendants, tout ça, mais à quel point il y a des gens qui ne goûtent pas certaines saveurs, OK. qui ne goûtent pas certaines choses. Puis il y a un de ces jeux, c'est comme un jeu genre d'identité secrète. Puis ton identité est révélée par le genre de qu'est-ce qu'il y a dans ton biscuit. Fait que tu manges un genre de gâteau, puis là, dedans, il y a soit genre la gelée au chocolat ou la gelée à fraise. Puis là, ça te donne ton team. Mais il y a des gens qui sont juste pas capables de le faire. Il fallait mais c'est un peu une gimmick, tu peux donner une carte, non? oui, mais c'est clair que tu peux donner. Mais c'est là la question, tu sais, parce qu'elle, dans le fond, c'est comme un peu son trademark. C'est sur ça qu'elle se concentre. Ouais. C'est comme ça qu'elle Ça pense l'a en amené tant à que réaliser designer. que... Est-ce qu'elle devrait c'est un gros terme, là, mais tu sais, se censurer pour rendre ses jeux plus accessibles? Ou elle devrait dire, ben check, moi je pousse dans une certaine direction et j'essaye de faire que mes jeux... Parce qu'elle y réfléchissait quand même. Puis là, tu sais, elle avait des versions véganes de ses jeux. Elle avait des versions, tu sais, le top 8 des grosses allergies. Fait que tu sais, elle avait toute cette réflexion-là qu'elle poussait. Mais à quel point tu dois pousser cette réflexion-là? Est-ce que ça doit entacher ta créativité, mais là, des fois, avec une contrainte, ça augmente ta créativité. Ouais. Fait que c'est comme, j'ai pas la question, mais je trouve que c'est des réflexions intéressantes sur Ben, le je jeu. sais pas, là, je vais peut-être faire mon animateur et renvoyer la balle à GF parce qu'il travaille comme à l'édition. Donc, je sais pas si c'est le genre de questionnement qui peut venir. Peut-être pas, là, tu sais, c'est pas une accusation si ça vient pas, c'est plus une curiosité. Là. Ben, je te dirais que, dans le fond, c'est sûr que toute l'accessibilité, pour moi, c'est l'ergonomie du jeu, là, c'est super important. T'sais, ça, c'est même pas une question d'accessibilité maintenant, c'est une question de base. Là. C'est comme je sais pas, t'sais, avoir du visuel sur ta boîte, là, ben, c'est de base. Fait que ça, c'est pas comme... On se pose pas la question si on fait une belle ergonomie ou pas. Non, le but c'est toujours une belle ergonomie, que l'information soit bien présentée, que s'il y a des petites règles... tout ça. Bon, les couleurs avec les colorblind et l'utilisation de symboles, tout ça c'est des connaissances acquises puis qui est appliqué, à mon avis, par tous les éditeurs déjà. Par contre, est-ce qu'on se pose la question si, pour les non-voyants, pour les gens qui ont des difficultés pour prendre des pièces et tout comme ça, je te dirais que ça fait pas tant partie des réflexions en ce moment. De ce que je vois et de la plupart des éditeurs, probablement par le fait qu'ils ne sont pas assez sollicités pour avoir ce genre de copies. C'est ça que j'allais Dans le te sens poser que, comme question. Est-ce que c'est le quelque chose modèle qui économique. remonte? Hein? C'est, au bout du compte, il faut que tu te bases sur le modèle économique. Si faire un jeu pour les non-voyants, t'en imprimes juste 100... Tu sais, dans le fond, c'est tout le temps une question de coût. Là. C'est un peu ça le problème. C'est que s'il y avait une grosse demande pour les jeux pour les non-voyants, ben, tous les éditeurs y penseraient parce que ils ne pourraient pas se permettre de ne pas toucher ce public-là. Mais comme, en ce moment, c'est pas quelque chose qui nous est très demandé ou qu'on est sollicité pour ça, puis qu'il y a des sites ou des gens qui trouvent des moyens de bypasser, ben, au bout du compte, la responsabilité ne retombe pas tant sur les éditeurs parce qu'on ne se fait pas demander ça. Ouais. Si les éditeurs se font constamment demander quelque chose par leur public, ben, ils vont le faire. Ouais, c'est sûr.
Mais c'est un peu le problème du bassin de population qui fait. Puis aussi au Québec, forcément, ben, le bassin étant plus faible, ben, il y a moins de personnes qui sont dans ces conditions-là et donc il y a moins de personnes qui se plaignent, disons, aux éditeurs. Donc, pas vraiment. C'est intéressant, par contre, de garder ça en tête parce que pour moi, c'était vraiment, ben, c'est les couleurs, là, c'est juste ça. Là. Ouais. Mais oui, c'est vrai qu'il y a d'autres aspects. Après ça, tu sais, un jeu de stratégie de 3 heures avec 1000 composantes, ben. Ouais, c'est ça. À un moment donné, c'est la question de à quel point ton jeu. Du compte, tu sais, des fois, les éditeurs acceptent que ce soit pas un jeu accessible. Puis, Ouais. dans le fond, tu as un public de gens qui jouent à des jeux Ouais. non accessibles parce que c'est sur ça qu'ils trippent. Fait que, Ouais. en même temps, c'est pas nécessairement une règle que tu peux suivre 100%. Ça va dépendre vraiment de ton jeu et du public que tu veux toucher aussi avec ça. Là. Ouais, ben c'est un sujet assez profond, effectivement. Là. La seule chose que ça me fait penser depuis le début, c'est vrai que c'est triste parce qu'il y a plusieurs types et strates de la population qui sont vraiment laissés pour compte là-dedans. Ouais. Et comme tu l'as dit, Jeff, c'est une réalité économique. Puis ça va pas changer. Après, si on commence à voir, mettons, puis je dis pas que ça va être une grosse tendance, mais tu sais, mettons un designer de jeu qui serait paraplégique ou quelque chose comme ça, ben là, ça pourrait amener pas un mouvement, mais tu vois un designer qui design pour sa propre réalité. Et bien là, ça peut commencer à donner place à des nouveaux types de jeux. Puis ça veut pas dire que ces jeux-là vont juste être faits pour les gens qui souffrent de cette condition-là. L'exemple qui me revient, puis c'est encore une fois, là, tu étais dans le jeu vidéo, moi je vais aller ailleurs encore, je vais aller dans le web. Dans le web, l'accessibilité, c'est quelque chose qui existe beaucoup aussi. Si t'es aveugle, comment tu fais pour regarder des sites web? Si t'es sourd, comment tu regardes des vidéos? Bon, des sous-titres, tout ça, mais il y a tout. Si t'es paralysé, comment est-ce que tu consultes l'information sur l'Internet? Puis, OK, oui, tu vas peut-être pas aller sur YouTube, mais s'il faut que tu ailles faire ton formulaire XYZ sur le site du gouvernement, il faut que tu y ailles. Et l'accessibilité, ça existe depuis presque le début du web, comment ça peut être programmé. Et laissez-moi vous dire, les gens s'en sont toujours foutus. Là, Google, probablement, a commencé à dire si votre site est accessible, il va mieux ranker. Fait que les gens commencent à mettre de l'effort là-dedans. Donc, le gouvernement du Canada a passé une loi qui fait que tous les sites gouvernementaux doivent être accessibles maintenant. Ça veut dire qu'ils doivent respecter les règles d'accessibilité qui sont mises en place pour le web. Est-ce que ça va prendre éventuellement des lois pour légiférer sur ça? Si la réalité économique n'est pas assez attrayante, peut-être malheureusement que ça va prendre des lois et ça ne va pas toucher l'ensemble de la population, mais ces lois-là, il faut qu'ils soient établis aussi. Oui, mais la légiférer le web, ça, c'est autre chose. Là. On rentre dans... Oui, c'est ça. Non, mais légiférer les jeux de table, peut-être qu'éventuellement, le gouvernement va dire OK, ben, tu sais, pour les couleurs, on n'accepte plus telle chose, il faut que ce soit un autre. Le jour où il y aura des subventions pour le jeu de société, spécifiquement. Oui, c'est ça, exactement. On est quand même loin de là, malheureusement. Là. Mais moi, j'ai un petit truc qui me vient à l'esprit. Je sais pas, toi, Jeff, parce que tu as fait beaucoup d'animation, comme moi. Si tu as eu des cas particuliers, des situations. Moi, j'ai essayé d'y réfléchir, puis j'ai vu 2 situations, mais je me demandais si toi, tu en avais eu. J'essaie de penser depuis tantôt, puis j'ai rien là, qui me vient en tête. Je me rappelle, je sais que des fois, il y avait des groupes de sourds-muets qui venaient. Oui, c'est ça. J'ai eu aussi. Souvent, il y a quelqu'un qui est là, une interprète, femme, ou une animatrice ou un animateur, mais il y a quelqu'un qui sont là avec ce groupe-là, puis qui les aide aussi pour la compréhension du jeu. Mais je me rappelle plus, là, ça fait trop longtemps, je me rappelle plus qu'est-ce qu'on avait sorti ou qu'est-ce qu'on leur avait proposé, mais je me rappelle que c'est un groupe qui venait quand même de temps en temps puis qui jouait là, à certains jeux. Oui, c'est ça. J'ai eu un peu la même chose. J'avais pas eu d'animateur ou d'intermédiaire. Les 3 personnes étaient toutes sourds-muettes, mais ils connaissaient le jeu. OK. Ouais, donc, c'était plus comme des précisions, puis ils lisaient sur mes lèvres, tu sais. Mais oui, c'était puis je faisais vraiment les gestes des actions, puis tu sais, ça a été correct. Mais je me disais, si je tombe devant quelqu'un qui a comme aucune idée des jeux, je vais être un peu comme désemparé. Là. Il faut quelqu'un pour m'aider à faire la traduction. Puis même la personne qui fait la traduction, il va falloir que ce soit clair, moi, ce que je lui explique pour être sûr que la personne qui reçoit la règle la comprenne. Parce que des règles, on s'entend, c'est en langage des signes, on ne sait pas comment ça se traduit. C'est ça, est-ce que ça se traduit facilement, clairement ou pas? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Oui, bien, tout ça, c'est des questions vraiment intéressantes. Ça serait c'est quelque chose à réfléchir. C'est quelque chose qui va être avec le hobby qui est grandissant, comme on le sait, c'est toujours une question qui va être de plus en plus présente. Puis tu veux que le hobby soit accessible au plus de gens possible, que le plus de gens puissent jouer à leur jeu. Puis moi, je conseillerais à ceux qui nous écoutent et qui ont ce genre de problème, qui ont ce genre de limitation. De limitation, merci. Ça serait d'écrire aux éditeurs.
Écrivez-leur, dites-leur pourquoi ce jeu-là marche pas ou c'est problématique avec vous. Parce que, comme je dis, si les éditeurs ils savent pas qu'il y a des limitations ou qu'ils sont pas au courant et qu'ils ne sont pas sollicités, il n'y aura pas d'évolution dans la mentalité. Fait que juste dire, d'écrire à l'éditeur, dire hey, on a aimé votre jeu, puis même si vous voulez, même s'il y a plein de choses positives, dites-lui. Ah oui, comme ça, il va va l'encourager pouvoir, à dire ah ben ce que j'ai fait là a valu la peine, fait que je vais continuer à le faire. Fait que des choses positives, des choses négatives que les éditeurs font, écrivez-leur, laissez-leur savoir votre opinion, puis parce qu'au bout du compte, c'est quand même une partie de la population qui est là, qui existe. Et qui a les mêmes désirs que tout le monde, puis qui ont envie de rentrer dans le jeu, jouer à des jeux et faire les mêmes activités que tout le monde. Donc, il faut vraiment leur donner des façons là, de pouvoir, eux, les accommoder. Puis plus les éditeurs vont être conscients de ça, plus ça va être facile pour ces gens-là de pouvoir avoir des jeux plus accessibles. Donc, communiquez avec les éditeurs, parlez-leur, dites-leur les points forts, les points faibles des jeux si vous en voyez. Bon conseil. Ouais. Bon conseil. Si je peux juste terminer sur un petit truc. Quand je disais le blog de Geeky Gimp, il y a une petite affaire qu'elle a écrite à la toute fin comme de son article. Puis pour moi, ça a été comme, ben oui. Elle parlait que quand elle était plus jeune, qu'elle allait jouer dans la cour avec ses amis, genre des jeux de ballon, genre un soccer ou un truc comme ça, elle ne pouvait pas, elle était en chaise roulante. Mais c'était pas grave. Elle prenait le ballon puis elle le mettait sur sa chaise roulante. Puis si quelqu'un la rattrapait, elle laissait le ballon sortir. Puis ce qu'elle voulait dire derrière ça, c'est que le jeu auquel on joue, il y a certaines règles, mais on s'en fout. Le but, c'est qu'on ait du fun. Puis tous les joueurs avaient du fun à jouer. Donc, je pense que c'est un peu la même chose dans le cas présent. Je sais qu'on s'en va sur le... Tu dis, il faut demander aux joueurs et aux joueuses d'être moins psychorigides. Ben, à mon avis, oui, dès le départ, quand tu joues à un jeu, tu es là pour du fun. Tu n'es pas là pour te soumettre à des règles. À des règles. Et là, il y a plein de gens qui frémissent en faisant comme quoi? Ouais. Le plaisir, qu'est-ce que le plaisir? Moi, ben, je comprends l'idée. C'est un bon conseil aussi. Moi, je suis fan des House Rules, hein, fait que ça me dérange pas. Jeff est moins sûr, mais... Jeff, je le vois, il est tout tremblotant. C'est lui là, qui on se pourra mord en la parler langue. la prochaine fois d'à quel point il faut respecter les règles. Il faut respecter les règles. Ouais, ben, d'ailleurs, la tricherie est un de nos Important. sujets prochainement. Là, donc, ça très pourra intéressant. La venir triche, là-dessus. c'est quelque chose qui est très Moi, intéressant. j'ai hâte d'entendre Simon nous parler toutes les fois qu'il a triché. Là, parce que, je le soupçonne. Il a triché à beaucoup chaque de jeu. fois. Ben, À chaque jeu. c'est ça mon intuition. Non, c'est mais... pas une édition, il me l'a dit. Non, en tout cas, bref. Oh, ouais, les Il gars, me l'a les jamais gars. dit à moi. Gâchez pas les surprises. Là. Gâchez pas les surprises. Là. Je vais être à cette émission-là. Là. OK, ben Bon. Sylvain, le seul et unique ludologue du Québec. Yes, merci Ben, c'est un plaisir. J'espère que le sujet n'aura pas été trop lourd, trop... Ben, des fois, il faut être un peu sérieux, puis- sérieux. Ouais. Hein. Nous, on sait, on est sérieux. Ouais. On est sérieux Ouais. ici. Ben, merci encore d'être là, d'être revenu, de t'être prêté au jeu, d'avoir amené un sujet, d'avoir préparé ça comme ça. C'est vraiment intéressant de pouvoir aborder plein de sujets différents qui ne sont pas nécessairement les trucs. C'est quoi le buzz de SN cette année? Non, je méprise pas ça, mais c'est ça. Donc, ben merci. Juste un petit mot pour la fin. Les gens veulent te suivre, veulent rester au courant Oui. des activités du ludologue. Ça se passe comment? J'ai une page Facebook, donc c'est assez simple. facebook.com/ludologue. LUDOLOGUE. Magnifique. simplement. Ben, on se dit à la prochaine. Salut. Salut. Oh, wow! Oh, c'était vraiment intéressant. Hey, sérieusement, j'adore cette formule. Ben moi. oui, parce qu'on est pris, là, nous, on n'a même pas à se préparer. On arrive avec des sujets, puis c'est tout. Les gens bons amènent des sujets, sujets là. vraiment intéressants. Ça crée des discussions riches et profondes. Puis c'est vraiment intéressant comme formule. Oui, exact. Écoute, discussion, la première là, était vraiment le fun Ouais. sur notre médium, un peu ce que Ouais, sur les travail influenceurs. des tout ça. influenceurs. C'était super intéressant ce qu'il y avait à nous dire. Puis le sujet de Sylvain, je l'ai beaucoup aimé aussi. En fait, c'était pas un sujet facile, j'ai trouvé. Non, puis ça apporte plein de questions sur le long terme, justement, plein de réflexions à Ouais. Oui, ce qui est le fun avec cette question-là et ce sujet-là, c'est que d'en parler, ça fait prendre conscience aux gens que c'est une réalité. que ça existe. Que ça Exact. existe. Puis c'est ça qu'il faut faire. Puis c'est pour ça que je vous encourage à communiquer avec les éditeurs. C'est qu'il faut en parler de ça. Et plus les gens vont être au courant, plus il va y avoir du changement. Donc, c'était pas facile, je trouvais, à répondre. C'est pas quelque chose que je m'étais beaucoup questionné. J'ai pas, disons, des gens avec
Certaines limitations dans ton entourage. Ouais, c'est ça. Donc, c'est dur de prendre conscience de ça, mais juste de faire en parler, ben écoute, ça a déjà ouvert les yeux. Donc, c'est super, super le Ouais, et bien entendu, ben, PP7, tout le temps. Une encyclopédie aussi pertinent. vivante. C'est ça, une encyclopédie vivante, C'est j'adore fou, ça. comme à chaque fois, il va dire « Ouais, ça, c'est un jeu de 86 sorti par telle compagnie, par tel auteur. » Puis t'es comme « What the fuck? » Ouais, puis on doit l'avouer, on y avait pas dit qu'il fallait qu'il prépare un sujet à l'avance. Fait qu'il l'a réellement préparé 5 minutes avant la rencontre. Il est allé dans sa bibliothèque, bang, 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 il a pogné dans sa ludothèque, il a pogné 5 jeux, puis il était comme, OK, ça c'est mon sujet. Parce qu'il avait amené, évidemment, une collection de jeux. Sur place. Ben oui, aux 12 heures ludiques. On remercie donc probablement Jeux de Société Québec qui organise cet événement-là. Yes. Et le 12 heures ludique au profit de la Société canadienne pour la sclérose en plaques. Tout l'argent qui est généré durant cette journée-là va être remis à l'association. Donc c'est très cool. Ouais, belle initiative, belle journée. Écoute, c'est pas fini pour nous. Non, c'est pas fini pour nous, on continue. On a une suite quand même à vous proposer. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, suivez-nous sur Facebook, partagez ce que vous voulez. Puis, Jeff. Hey! Ciao! Ciao!